Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, nous sommes réunis ce jour parce que nous avons été témoins, témoins d'un drame qui a secoué toute la communauté africaine au Canada, précisément à Gatineau. Alors, on a voulu tirer une sonnette d'alarme face à justement à tous ces dérapages au sein de notre communauté. Et pour cela, nous avons invité plusieurs panélistes qui vont intervenir et nous partager leur opinion. Sans plus tarder, nous allons revenir sur ces événements et ensuite, nous allons, euh, selon le cadre de notre émission, passer par une présentation et ensuite faire intervenir les différents panélistes. Dans cette résidence de Gatineau où 3 corps ont été retrouvés, la police confirme le double meurtre suivi d'un suicide. Oui, malheureusement, ce qu'on craignait, c'est malheureusement confirmé. Alors, le père de famille qui a tué ses 2 fillettes âgées de 3 et 5 ans pour ensuite s'enlever la vie. On a également l'identité des victimes qui a été dévoilée. Il s'agit donc de Liel Kepacha et de Orly Kepacha, 3 et 5 ans. De même que le père de famille qui, lui, est âgé de 51 ans. Il s'agit de Esodom Kepacha. Alors vraiment, c'est tout un drame familial qui bouleverse la communauté. Ce qu'on nous dit et ce qui est rassurant malgré les tristes circonstances, c'est que les victimes ne présentaient pas de traces de violence. Alors ça peut nous rassurer. On a également été en mesure de voir la maman des jeunes victimes aujourd'hui, évidemment, tellement bouleversée, n'a pas été en mesure de parler devant la caméra. Elle était avec des proches également, mais elle a réussi à parler, du moins à tenter de s'exprimer avec une voisine qui, elle, est aussi sous le choc. On peut écouter. J'ai essayé de la consoler, de lui dire beaucoup de courage. Elle a dit pourquoi le courage. Je lui ai dit beaucoup de patience. Elle dit pourquoi patienter. Et en fait, c'est ça, c'est tout ce qu'elle dit. Parce que elle a dit que tout ce qu'elle a fait, toute l'endurance qu'elle a essayé donc de garder en elle, c'était à cause de ses enfants. Donc pour elle, c'est comme si elle a plus de raison de patienter et de garder le courage. C'est terrible ce qui est arrivé à cette famille-là. Je pense à ces 2 petits anges qui sont arrachés à la vie dans des conditions sans aucun doute atroces, terrifiantes. Hier, j'ai appris que ma petite fille jouait avec elle, ça fait pas longtemps. Franchement, c'est vraiment, je trouve pas les mots comment qualifier cette tragédie familiale. Oui, rebonjour, bonsoir pour ceux qui joignent ce live en après-midi. Effectivement, c'est un phénomène qui grandit de plus en plus. Et justement, je vais vous rappeler l'historique de tous ces événements qui sont récemment arrivés un peu partout, que ce soit aux États-Unis d'Amérique ou au Canada. Brièvement, il faut déjà se dire que le 14 juin, je l'ai mis dans la description de cette vidéo, le 14 juin 2020, aux États-Unis, un monsieur d'origine camerounaise tue sa femme et ensuite se suicide en laissant 3 enfants orphelins à la suite d'un divorce qui a mal tourné. Et ensuite, durant le mois de mars 2021, on rencontre un autre décès d'une Camerounaise aux États-Unis suite à une violence conjugale. Le 22 septembre 2021, un père de famille de nationalité togolaise tue ses 2 fillettes de 3 et 5 ans avant de s'enlever la vie. Et puis, le 19 mars 2021, un chauffeur de taxi sous le nom de Enoch Fénelon, âgé de 52 ans, tue sa conjointe âgée de 40 ans. Et il le fait à l'arme blanche. Ça se passe du côté de Saint-Léonard et il laisse 5 enfants orphelins à la suite de ce décès. En décembre 2019, on rencontre dans les journaux qu'un homme aurait abattu sa femme avant de mettre fin à ses jours le matin de Noël à Montréal. Pourquoi? Parce qu'il n'acceptait vraisemblablement pas la rupture alors que le couple était en instance de divorce. En mi-octobre 2019, dans le secteur de Pointe-aux-Trembles, un père de famille a tué sa femme et leurs 2 filles de 2 à 4 ans, quelques mois après la séparation. En octobre 2019, à la fin octobre, un homme
acceptant mal la séparation, s'est vengé de sa femme en la tuant, en portant dans sa folie leur garçon de 7 ans et leur fille de 5 ans avant de se suicider. Tout cet historique revient à prouver que ce ne sont plus des cas isolés, ce sont des cas récurrents qui commencent à vraiment faire de l'écho dans la société dans laquelle nous vivons et qu'il faille qu'on trouve rapidement la cause de tous ces dérapages-là. Alors, ça, c'est l'historique. Vous pourrez la voir dans la description de cette vidéo. Je les ai énumérés avec les liens pour que vous puissiez aller lire et avoir une idée de vraiment ce qui se passe au Canada. Alors, pour revenir rapidement, avant d'introduire les panélistes, etc., il faut savoir que c'est un crime de trop, c'est un meurtre de trop. On n'a pas vu ça venir, sachant que le monsieur était déjà bien intégré. Le monsieur s'est acheté une maison, le monsieur est ici depuis plus de 20 ans. On n'a pas vu ça venir et du jour au lendemain, qu'il puisse commettre ce genre d'acte infâme, et il y a matière à se poser des questions. Sans plus tarder, je vous laisse en compagnie de Stevia et elle va présenter certains panélistes qui sont là en attendant que les autres arrivent. Et puis nous allons rentrer dans le vif du sujet parce qu'il y a beaucoup de questions à poser et je suis sûr que vous en avez aussi des questions à poser. Que ceux qui vivent au Canada, étant donné que ceux qui vivent aussi à l'extérieur du Canada, qui veulent immigrer, ont beaucoup de questions qui les taraudent l'esprit. Donc, sans plus tarder, je vais laisser ma co-animatrice, Stevia, continuer la présentation. Très bien. J'espère que vous m'entendez. Faites-moi signe si vous m'entendez. Et aussi, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Comme ça, au fur et à mesure, je pourrai les présenter. Nous avons actuellement 2 de nos panélistes. Le reste du panel est en cours de venir. Donc, juste pour présenter ceux qui sont déjà avec nous, nous avons Bertrand Défaut qui est Master Coach certifié et un professionnel aussi en éducation. Donc, nous avons sollicité sa présence parce que c'est quelqu'un qui est très axé sur le développement personnel, comme c'est un coach, Master Coach. Il pourra vraiment à même nous aider à comprendre un peu de la psychologie de ce qui peut se passer concernant cette situation, ces drames, et ces drames qui arrivent un peu plus, à peu près, je dirais malheureusement au moins une fois par année depuis un certain temps. Nous souhaitons aussi, pendant ce discours, pendant ce live, amener à des solutions qui peuvent aider certains de nos frères à ne pas aller dans cet acte vraiment irréversible. Donc, Bertrand Défaut, merci pour ta présence actuellement. Et nous avons le cher Florent Prince-Ial également, promoteur de la chaîne Diaspora Interaction. Merci. Alors, rapidement, pour entrer dans le vif du sujet, la toute première question que j'aimerais poser, c'est lors d'une dispute de couple, à quel moment devrait-on commencer à s'inquiéter pour sa vie? Et cette question, je vais la poser à Bertrand. Bonjour, bonjour Stéphane, bonjour Stéphia. Merci beaucoup à Immigration Entrepreneuriat pour cette invitation. Et je tiens à vous féliciter d'avoir l'audace de mettre le doigt où ça fait mal, c'est-à-dire d'aborder cette thématique malheureusement souvent récurrente, comme vous avez si bien dit à l'introduction de cette conversation. Je voudrais saluer aussi votre immense public sur plusieurs continents et vous dire combien je suis heureux d'être avec vous et d'être avec votre public, de pouvoir échanger. Cela étant dit, personne dans la science infuse, je vais partager au cours de cette conversation ce que je crois comprendre, ce que je crois savoir, au vu de mon expérience, au vu de mes lectures, au vu de
mes formations, de mes observations également. Donc, n'hésitez pas à me défier sur tel ou tel aspect de cette conversation. Maintenant, Stéphane, tu as demandé à quel moment une dispute peut dégénérer. C'est bien ça. Tout à fait. Avant qu'une dispute dégénère, il y a plusieurs étapes. Hein, il y a plusieurs. Déjà, dans la relation, il est extrêmement rare qu'une relation de couple arrive à un drame tel que ce que vous avez mentionné à l'introduction de cette émission. Cela va crescendo, cela va étape par étape, n'est-ce pas? Bon, on commence bien souvent par ne plus trop s'apprécier, ne plus trop passer du temps ensemble. Ce sont des mots de désapprobation, des critiques de plus en plus récurrentes, même sur des petites affaires. Auparavant, au début de la relation, on laissait passer, on ne voyait pas, mais on est de plus en plus regardant sur les détails. Et bon, ben, finalement, le fossé se creuse entre les deux compagnons, là, le compagnon, la compagne. On se trouve des amis ailleurs, on est de plus en plus distants et au final, on n'a plus tellement grand-chose à partager ensemble. Ce sont souvent aussi, hein, on parle de violence physique, mais il y a le côté psychologique, émotionnel qui est extrêmement important. La violence dans les paroles, la violence verbale, extrêmement importante. Et d'ailleurs, je vais citer ici le professeur John Gottman, qui est de réputation mondiale, hein, son épouse et lui, qui sont capables, avec leur équipe dans leur laboratoire, de prédire l'avenir des couples. C'est juste extraordinaire à quel point le professeur John Gottman et son équipe peuvent dire si un couple va rester ensemble ou non, et si oui, pendant combien de temps encore. Simplement, pendant un week-end, en regardant, en filmant, avec l'autorisation du couple évidemment, en filmant, en enregistrant les interactions, en interrogeant les deux, l'historique du couple, et puis en voyant comment est-ce que les deux interagissent, les paroles, la mimique, etc., etc. Et ce que John Gottman dit, le professeur Gottman dit, c'est que pour chaque mot, et je voudrais vraiment insister ici, parce qu'on prend souvent ça extrêmement à la légère, les paroles, hein, les injures, hein. Pour chaque injure, pour chaque, même quand c'est pas tout à fait verbal, ça peut être non verbal, hein. Chaque geste de dégoût, de mépris, John Gottman dit qu'il faut 4 à 5 fois plus là, de positif pour venir remplacer du négatif. N'est-ce pas? Juste pour dire à quel point les injures, le mépris peuvent détruire une relation lentement, mais sûrement. Et au final, on arrive à quoi? On arrive à ce que malheureusement, on observe de plus en plus. Ça devient des tragédies, malheureusement. Et le plus terrible dans tout cela, à mon avis, c'est que ce sont les enfants qui en payent le prix fort, hein. Soit qu'ils perdent leur vie, soit qu'ils perdent leurs parents. Et j'ai presque envie de dire que la différence n'est pas si grande que ça, parce que perdre ses parents de manière aussi violente et à un si jeune âge, ben, c'est presque l'équivalent d'avoir perdu sa vie quelque part, malheureusement. Je veux juste rappeler que chaque panéliste a droit à la parole au maximum. Problème de micro, Stevia, si tu m'entends. Excusez-moi. Attention. Donc, je disais que nous avons en fait 5 minutes de parole pour chaque panéliste, afin que nous puissions aborder plusieurs sujets. Donc, c'était juste un rappel. Merci vraiment pour ta réponse par rapport à cette question. Je vais intervenir aussi, Lydie Camnon, sur le plateau pour pouvoir justement discuter ce sujet. Lydie Camnon, qui est fondatrice des épices Jumboa. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Non, on ne m'entend pas.
On va remettre ton son, s'il te plaît. On va juste excusez-nous, gérer un peu le son pendant qu'on fait intervenir Lydie Kamna. Okay. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Florent. Bonsoir Lydie. Bonsoir Lydie. C'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous. Partager? Oui. De participer avec vous. Bonsoir Stévia. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Alors, Lydie Kamna, bienvenue sur ce live. Et pour continuer, merci déjà Bertrand pour la réponse. Je vais passer la question à Florent concernant la toute première question qui a été posée. Lors d'une dispute de couple, à quel moment devrait-on commencer à s'inquiéter pour sa vie? Lors d'une dispute de couple, à quel moment il faut s'inquiéter pour sa vie? Tout à fait. Je pense qu'il faut faire d'abord la différence entre un échange et une dispute. Est-ce qu'on parle d'un échange ou d'une dispute? Parce que lorsqu'on parle de dispute, il y a déjà une tension. Ça veut dire que, est-ce qu'on parle vraiment d'une dispute? Oui, on parle d'une dispute parce que comme on se rend compte de plus en plus dans notre communauté, quand les gens arrivent à commettre des actes infâmes, des actes ignobles, des actes qui vont dans le sens de prendre la vie d'un autre être humain, c'est qu'on n'est plus à un échange, on est déjà à des tensions. Donc, aujourd'hui, nous aimerons comprendre comment on arrive à prendre la vie d'un autre être humain. Donc, la question est la suivante. Lors d'une dispute, d'une grosse tension, comment est-ce qu'on sait que sa vie est en danger? Il est tout à fait simple de constater que sa vie est en danger. Sa vie est en danger lorsque des actes qui ne sont pas très souvent posés sont posés. Lorsque la tension dépasse le normal, le naturel, l'habitude. Lorsque son vis-à-vis fait appel déjà à des armes, que ce soit des armes, que ce soit des mots ou des gestes, ou même à des armes blanches. Donc, moi, je pense que les signes avant-coureurs sont toujours perceptibles lorsqu'on fait attention. Une dispute, en général, quand vous dites une dispute dans un couple, ça veut dire qu'on connaît son vis-à-vis, on connaît son amoureux. Lorsqu'il sort déjà de ses gants, lorsqu'il commence à utiliser des termes ou des actes, à poser des actes qu'il n'a pas l'habitude de poser, alors il faut commencer vraiment, peut-être pas à craindre pour sa vie, mais à se poser des questions. Voilà, merci. Alors, si on revient sur le cas actuellement qui mine la communauté de Gatineau avec le décès des deux jeunes fillettes, il faut quand même remarquer que la police était déjà intervenue plusieurs fois dans ce couple-là parce qu'il y avait des vives tensions qui régnaient. Donc, réellement, est-ce qu'on peut dire que face à des multiples interventions de ce genre de la police, qui malheureusement ne pouvaient rien faire qu'intervenir et puis assainir déjà les tensions qui régnaient, est-ce qu'on peut déjà à ce niveau remarquer qu'il y avait des signes qui présageaient que quelque chose pourrait arriver? Surtout qu'on raconte, d'après le journal Montréal, que le monsieur était violent plusieurs fois. Je pense qu'avant si on remonte à l'histoire, avant d'arriver à ce meurtre ou alors à cet homicide, double homicide, c'est un couple qui vit ensemble depuis très longtemps et c'est un couple qui a des enfants. Ça veut dire tout simplement que sûrement la violence était rentrée dans les habitudes. Et je pense qu'il y avait déjà la matière à se questionner, matière peut-être à consulter. Et ça, c'est un problème que nous, les Africains, on n'a pas l'habitude de faire, c'est-à-dire à se questionner lorsqu'on parvient à dépasser le niveau de la normale. Je pense que c'est justement cette question d'habitude. On dit parfois que l'habitude est souvent une seconde nature. C'est cette question d'habitude qui a entraîné à cette situation
tragique. Je pense qu'on avait laissé déjà passer trop. C'est une histoire qui se répétait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense que la sonnette d'alarme devait être tirée depuis très, très, très longtemps. Dire que c'est juste à cause de ces 2-3 jours que la violence est arrivée à son point culminant, je ne suis pas certain. Je pense que le concerné devait sûrement prendre acte de sa situation de stress et sûrement consulter. Ça, c'est un avis tout à fait personnel. Nous allons y revenir concernant le stress, concernant la dépression dans la communauté. Mais avant, on va passer la parole à Lydie. Toujours concernant la même question. Lydie, quelle est son opinion par rapport à la question? Mais moi, quand on parle de craindre pour sa vie dans un groupe, je pense qu'on ne devrait pas en arriver là. Parce que si on commence à craindre pour sa vie, ça veut dire qu'il y a un réel problème. Moi, je ne reste pas dans un endroit où je pense ne pas être en sécurité, surtout quand ma vie en dépend. Donc, si on en arrive à avoir peur que notre conjoint peut nous ôter la vie ou qu'on a le sentiment qu'on a envie de ôter la vie à notre conjoint, je pense qu'il n'y a pas de plus grave que ça. C'est à ce moment-là qu'il faudrait que ça arrête. Je ne veux pas avoir à penser que quand je le vois commencer à crier ou quand je le vois commencer à casser des affaires dans la maison, il pourrait finir par me casser moi-même. Si je commence à présager, à y penser un seul instant, je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut penser à arranger les choses. Super, super. Merci pour vos opinions. Merci pour vos échanges. Et effectivement, je pense que, comme disent la plupart des abonnés dans le chat, du moment où l'un commence à poser des gestes inquiétants, alors là, il va falloir tirer la sonnette d'alarme, il va falloir se poser des vraies questions. Est-ce que je continue à rester dans le couple ou est-ce que je commence à réfléchir s'il faille me séparer ou pas, afin que l'irréparable ne se produise. Alors, pour continuer, oui, vas-y, Stévia. Merci. Si vous m'entendez bien, on va passer aux questions avant d'aborder la deuxième question aux panélistes. On va passer aux questions que les internautes nous posent. Donc, juste la première question. Oui, excusez-moi. Il y a M. Adeshina Valdez Yacoubou qui demande. Moi, je me demande pourquoi c'est à l'étranger que les disputes finissent par ces situations dramatiques. Sinon, je ne sais pas pour les autres, mais ici au Bénin, ça ne se passe pas. Je pense que je vais laisser la parole à Lydie Camnon, justement, de répondre à ça. Ben, on ne peut pas dire ça, que c'est uniquement ici que les disputes de couple, que c'est uniquement ici en Occident, si on peut l'appeler comme ça, que les disputes de couple se terminent par des meurtres. Aujourd'hui encore, je voyais, j'ai vu sur Facebook un homme à Douala qui a poignardé son épouse à mort. Dans les précédentes semaines, il n'y a pas une semaine qui est passée sans qu'on parle d'un cas au Cameroun d'un homme qui a tué sa femme. Donc, ce n'est pas les problèmes qui arrivent uniquement dans les sociétés occidentales. Dans nos sociétés, ça arrive aussi, même si les cas ne sont pas toujours similaires, mais il y a beaucoup dans notre pays des femmes qui sont tuées par leur mari, des hommes aussi. Donc, il y a beaucoup de meurtres en couple. Ce n'est pas seulement ici. Alors, merci Lydie. J'ai l'impression que le phénomène est mondial. Alors, qu'est-ce que Florent dit à cela? Mais moi, je suis pas d'accord lorsqu'il dit que c'est juste ici en Occident que ça se passe parce que, comme disait Lydie, ça se passe un peu partout, que ce soit au Cameroun, au Bénin, au Tchad, au Mali, au Togo. Je pense qu'il y a aussi une question de permissivité. Ceux qui sont au Cameroun, en général, je pense, il y a des situations dramatiques, il y a des meurtres qui se font et qui ne sont pas décriés, qui ne sont pas déclamés, qui ne sont pas mis à jour ou alors qui ne sont pas mis sur la toile. Et on se dit que rien ne se passe. Je pense que ça ne fait pas très longtemps que les gens commencent vraiment en Afrique et dans d'autres pays
à mettre sur la toile ou alors à rendre public tout ce qui se passe. Et je pense donc, pour cette question, que non, ce n'est pas juste ici en Occident. La raison pour laquelle peut-être en Occident, on a l'impression que c'est plus connu, c'est parce que les gens se sentent un tout petit peu plus libres. C'est-à-dire qu'ils peuvent mettre sur la toile, ils peuvent dénoncer, ils peuvent tout faire. C'est une question aussi de liberté. Donc cette liberté qui est complètement menotée au niveau de l'Afrique. Très bien. Merci beaucoup. Tu as tout à fait raison. C'est question vraiment de liberté. Nous allons faire entrer le panéliste afro-rebelle Félix Nichiwe, un entrepreneur et un artiste aussi à la fois. Bienvenue Félix Nichiwe. Nous allons justement te poser la première question concernant, je vais laisser Stéphane poser cette question très importante. Vas-y, Stéphane. Oui, alors déjà, merci de nous prendre de court parce qu'on avait déjà entamé le live. On va revenir à la première question que les autres panélistes ont répondu. Telle était de savoir, lors d'une dispute de couple, à quel moment devrait-on commencer à s'inquiéter pour sa vie? À quel moment pouvons-nous ressentir qu'il y a déjà des signes qui nous amènent à dire « Attention, je peux perdre ma vie dans ce couple ». Bonjour à tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Oui, Félix, bonjour, Félix. Ok, très bien. Bonjour à tout le monde, écoutez, je m'excuse, non pas que j'étais en retard, mais parce que je ne suis pas vraiment bon en technique, là. J'étais là depuis, j'attendais. Il manquait juste d'entrer mon nom et de rentrer, mais moi, je pensais que ça prenait un mot de passe. Écoutez, à quel moment, écoutez, moi, j'ai été victime de violences conjugales dans mon ancienne vie, il y a de cela 12 ans déjà aujourd'hui, au point où j'ai même porté plainte. Je fais partie un peu de ce qu'on appelle les hommes qui ont été battus par une femme, en effet, à coup de balai. Et je me souviens que, honnêtement, elle-même avait dit avec des mots qu'elle allait me tuer. Donc, mais moi, honnêtement, naïf africain qui débarque au Québec et qui rentre en relation pour la première fois en couple avec une femme, je ne la prenais pas trop au sérieux parce que je me disais, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'on va le tuer. Et puis, c'était des menaces de ce genre-là. Si tu te déplaces encore trop, si tu vas encore trop loin, je te dis, je suis capable. Mais honnêtement, je n'avais pas toujours su que c'est là que se résidait le danger. Moi, j'ai su que c'était dangereux quand c'était devenu de l'agression physique au point où j'ai appelé la police. Et même bien quand j'ai appelé la police, parce qu'il faut dire que là-dessus, les policiers ne font pas un très bon travail quand c'est les hommes qui sont menacés. Parce que les policiers ne m'ont jamais fait voir que ça pouvait être dangereux une femme. Ils m'ont même plutôt fait voir que la plainte que j'avais initiée pouvait se retourner contre moi. Pour être franc avec vous, la preuve en est que ma plainte a été refusée. J'ai une plainte qui a été refusée à Rimouski. Donc, je me souviens très bien que le procureur m'avait dit ben, c'était pas si grave que ça, ce qui se passait dans mon couple. Et pourtant, plus tard, elle a déposé la sienne et moi, j'ai été obligé de sortir. Alors, à quel moment on s'en rend compte? Je pense que c'est intuitif. Tout le monde sait à un moment donné qui est sa conjointe ou son conjoint. Tout le monde sait à quel moment est-ce qu'on sent qu'il y a un pic, un pic colérique ou est-ce qu'on sent que la personne commence à changer de tempérament. Mais il n'y a pas de nomenclature là-dessus. Il n'y a pas une science exacte pour te dire, écoute, voici à quel moment le feu est rouge, va-t'en. On ne peut pas le savoir. Je pense que c'est intuitif. C'est à chacun vraiment de voir cette lumière-là, mais elle est quand même là. Les signes sont là. Super, super, merci. Et il y avait une question d'un auditeur qui demandait pourquoi ce phénomène se passe très souvent à l'étranger. Et puis, il y a Lydie qui a répondu que non, ça ne se passe pas à l'étranger, ça se passe aussi en Afrique. Alors, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est un phénomène ciblé uniquement en Occident ou ciblé dans tout le monde? Ah ben non, mais c'est un problème de couple, ça n'a rien à voir avec la couleur. Ça se passe en Afrique, bien évidemment aussi, même que c'est pire chez nous. Le problème, c'est qu'en fait, ici, chaque cas est documenté, mis dans les statistiques et publié. Donc, ils ont tellement pas de problème de société comme nous qui fait que la moindre violence est déjà cataloguée, tous les services, n'est-ce pas, inhérents à la violence sont alertés, tout le feu est rouge partout. Chez nous, il y en a. Chez nous, il y en a. Sauf que nos femmes sont malheureusement dans une culture où on dit à la femme que le mariage est plutôt la rencontre entre deux entités différentes qui doivent cohabiter malgré les différences. On ne dit pas à la femme, écoute, le mariage, c'est une place où tu dois t'épanouir et être plus heureuse.
donc, du coup, je parle de la femme ici parce que, bon, on parle de la violence surtout faite aux femmes parce que c'est bien sûr, vous comprendrez que j'utilise la femme, mais dans le cas où, dans ce cas-ci, on parle des deux personnes. Je pense que chez nous en Afrique, le problème est plutôt dans nos mœurs, dans la façon dont nous avons été élevés. La femme africaine supporte énormément. Regardez juste les cas de violence qu'on regarde de plus en plus sur les réseaux sociaux. C'est très, très violent, ça, ce que les gars font, à nos sœurs là-bas. Donc, non, le problème, il est aussi en Afrique, sauf qu'en Afrique, on en parle de plus en plus maintenant grâce aux réseaux sociaux parce qu'il y a des caméras, même les téléphones. On peut donc filmer cette violence-là. Mais sinon, moi, j'ai grandi et croyez-moi, j'ai connu également la violence dans les couples des oncles. Non, j'en ai vu. Il y en a vraiment en Afrique aussi. Merci, Félix, merci. Alors, on va passer à la deuxième question parce que ce que tu viens de nous donner comme élément de réponse nous permet de passer à la prochaine question qui est la dépression. Alors, dans un article paru sur Jeune Afrique de notre psychologue Yvette Yassomni, elle dit « La dépression est un mot souvent tabou chez les Africains ». Ce qui me pousse donc à poser la question à savoir, n'est-il pas un facteur très souvent pris à la légère qui accroît les risques de dérapage chez certaines personnes qui ont besoin d'aide mais ne sont pas conscients des enjeux? La preuve, comme vous le dites, c'est un phénomène qui se passe un peu partout au Canada et en Afrique, mais est-ce que cela n'est pas lié à une situation de détresse, de dépression? Donc, je vais poser la question comme ça à Bertrand. Et la question, je vais la mettre, vous allez la voir apparaître. Donc, Bertrand, la question est là. Oui, La dépression merci. est un mot souvent tabou chez les Africains. N'est-il pas un facteur très souvent pris à la légère qui accroît les risques de dérapage chez certaines personnes qui ont besoin d'aide mais ne sont pas conscients des enjeux? Merci Stéphane, c'est une question importante. Je dirais que tout le côté bien-être, santé mentale, accompagnement, malheureusement, tout cela est négligé par les Africains. On ne prend pas ça au sérieux. Okay? Quand vous dites aux personnes qui, elles, ont besoin d'accompagnement, pas seulement pour la dépression, parce que là, ça commence à devenir lourd, à devenir grave, là. Simplement, on parle de couple ici, là. Simplement des mésententes, des problèmes récurrents dans le couple. Quand on arrive à des situations extrêmes, comme des homicides, là, cela signifie que l'état du couple était si vous me permettez, là, je ne parle pas spécifiquement de ce couple que je ne connais pas, mais en général, quand un couple en arrive là, dans des tragédies comme ça, cela veut dire que le couple est en état de putréfaction depuis longtemps. On a laissé la situation où ils ont laissé, les proches aussi sont peut-être intervenus, mais etc. Je pourrais en parler tout à l'heure. Mais en tout cas, ça n'allait pas dans le couple depuis longtemps, voire même depuis des années, des années, des années, des années, des années. Finalement, ça dégénère. Et pourquoi ça dégénère? Ça dégénère parce que les deux n'ont pas été capables de résoudre les problèmes, n'ont pas été capables de s'entendre sur l'essentiel. Les deux, peut-être, n'avaient pas tout à fait le même agenda parce que malheureusement, il peut arriver que dans un couple, chacun ait son propre agenda, chacun ait ses propres objectifs qui ne regardent pas forcément le bien du couple, qui ne regardent pas forcément l'épanouissement, le développement, la pérennité du couple. Il arrive aussi que les proches qui sont là, qui regardent, interviennent, mais n'aient pas les outils, ce ne sont pas des professionnels. Ils et elles, j'imagine au mieux là, font ce qu'ils peuvent pour aider le couple, des rencontres, des discussions, des conseils, etc., mais ne sont pas outillés pour ça. Quelquefois, les proches sont complaisants ou voire même complices de la situation. On a posé la question sur l'immigration, l'immigration et les couples, les couples d'immigrants qui se séparent quasiment chaque mois ou voire chaque semaine. Il faut bien dire que là, un des gros enjeux ici, il faudrait qu'on aborde ça, Stéphane, qu'on ne se le cache pas, un des gros enjeux ici, là, dans la majorité des couples, ce sont les finances, c'est l'argent. La raison fondamentale pour laquelle la plupart d'entre nous avons immigré, elle est économique. Nous le savons bien. La plupart, c'est pour des raisons économiques. Un mieux-être financier, un meilleur emploi, etc., etc.
Nous avons nos familles au pays qu'on aide comme on peut ou comme on veut, etc., chacun selon sa situation. Alors, le couple devient en quelque sorte le champ de bataille de ces intérêts financiers qui peuvent être divergents et ces intérêts qui ne vont pas toujours dans la même lignée que les intérêts du couple. Intérêt du couple ici dans le sens de, OK, il faudrait que le couple soit capable de se fédérer, soit capable d'avoir des projets communs, soit capable de jumeler les ressources, de jumeler les énergies pour avancer dans la même direction. Comme Antoine de Saint-Exupéry disait, s'aimer, ce n'est pas se regarder dans les yeux, c'est se regarder dans la même direction. Mais on observe toutes sortes de batailles, souvent d'ordre financier, n'est-ce pas? Et au fil du temps, malheureusement, ça dégénère. Lorsque les couples ne sont pas accompagnés, je termine là, j'espère que je n'ai pas débordé les 5 minutes. Lorsque les couples ne sont pas accompagnés par des professionnels, des coachs, des psychologues, des thérapeutes, on a beau faire ce qu'on veut faire là, on a beau essayer, donner des conseils, discuter, aller chez les oncles, chez les tantes, chez les amis, etc., etc., le problème persiste. Le problème persiste. Il y a un autre problème aussi, je vais aborder très rapidement, j'espère qu'on pourra développer cela, parce que nos valeurs, les valeurs dans lesquelles nous avons grandi dans nos pays respectifs, en Afrique par exemple, ne sont pas les mêmes ici. Les contextes changent, les réalités changent, les lois changent. Cela demande donc une transformation interne, là. Cela demande un travail sur soi aux deux dans le couple pour être capable là, de faire perdurer le couple ici au Canada, ici aux États-Unis, ici en Occident, avec un contexte socio-culturel, économique complètement différent du contexte dans lequel leurs esprits ont été formatés. Cela demande un accompagnement pour que les deux dans le couple prennent conscience de cette nouvelle réalité et acceptent de travailler sur eux-mêmes, acceptent de cheminer ensemble pour un mieux-être de leur couple. Si ce travail n'est pas fait, malheureusement, on continuera à assister à des tragédies comme celles que nous déplorons aujourd'hui. Très bien. Bon, je veux juste rebondir avec la question de diaspora décomplexée. Est-ce que ce phénomène est plus accentué au sein de la communauté afro ou est-ce qu'un acte isolé? Merci. Ben, ça n'a rien à voir avec la communauté afro, c'est un problème général. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'était aujourd'hui ou hier, il y a une Québécoise encore qui s'est fait tuer par un conjoint ou un ex-conjoint. Donc, ce n'est pas du tout un problème afro, c'est un problème de société en général. Les meurtres dans les couples, là, ça concerne toutes les communautés. Ce n'est pas du tout un problème afro. Peut-être ça nous touche, peut-être on en parle aujourd'hui parce que ça touche de plus en plus notre communauté. Alors qu'on pensait que nous aussi, on pensait que c'était juste chez les autres, mais on en voit de plus en plus près de nous. C'est pour ça que ça nous interpelle aujourd'hui, mais non pas parce que c'est un problème qui nous concerne uniquement. Très bien. Très bien. Je veux juste savoir si Prince Yal est d'accord avec ça. À toi. Oui, en fait, pour appuyer, c'est que ce que mes deux autres copanélistes viennent de dire, je dirais tout simplement que la dépression est non seulement une surprise pour la plupart des Africains qui immigrent en Occident, et c'est pour ça qu'on se dit peut-être qu'on est plus touché. Peut-être qu'on est touché depuis qu'on est en Afrique, mais on n'est pas conscient parce que notre vécu, on vit par rapport aux situations, à la nécessité, et on ne connaît pas, on ne rencontre pas certaines situations que nous découvrons ici en Occident. Et je pense qu'en découvrant tout ça, on doit faire face. En faisant face, on se dit que c'est quelque chose de nouveau et nos réactions nous poussent à croire que c'est quelque chose qui nous touche plus. Alors que non, toutes les couches de société, tous les pays, toutes les populations vivent le même stress, les mêmes situations. Juste que la majorité des personnes immigrantes
découvrent cette situation qu'ils ne connaissaient pas en Afrique. Par exemple, lorsqu'on arrive ici, il faut courir déposer l'enfant. Après avoir déposé l'enfant, il faut courir laver le sol, il faut courir faire ci, il faut courir faire ça. Est-ce que la voiture fonctionne? Tout ça, c'est stressant. Et si en plus de ça, on doit se faire taper avec un balai par nos femmes, ça commence à être compliqué. Donc, c'est un petit clin d'œil. Donc, c'est une façon de dire que non, je pense que tout le monde, en fait, on vit tous la même situation puisqu'on est dans le même pays, on fait face aux mêmes défis. Seulement, beaucoup se découvrent et beaucoup découvrent cette situation-là et cette nouvelle situation auquel ces personnes doivent faire face. Et lorsqu'il y a une conséquence, on se dit oui, voilà, il y a la communauté qui est de plus en plus attaquée, de plus en plus touchée et qui fait de plus en plus face. Pourtant, non, c'est juste une question d'intégration. Le temps de s'intégrer et d'oublier un peu la dualité des valeurs, je pense que ça nous permet aussi de choisir le camp et de se rendre compte que non, c'est tout le monde qui vit la même chose. Stéphia, permets-moi d'intervenir quelques secondes un peu sur ce que Prince vient de dire. C'est pour ajouter que pour moi, dans l'intégration, on doit mettre beaucoup la communication, les échanges, la liberté, parce que je mets ça en parenthèse. On entend beaucoup, je vois beaucoup un phénomène qui me choque sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est ancré dans notre communauté aujourd'hui. Beaucoup de relations de couple sont basées sur l'argent. Bertrand l'a dit tantôt que les finances, c'est comme le talon d'Achille de nos foyers parce que on base nos couples, on choisit nos conjoints ou nos conjointes en fonction de leur portefeuille. Et ici, malheureusement ou heureusement, chacun a la liberté de pouvoir le dire, de pouvoir le demander, comme dans ses critères de choix de conjoint. Je veux un homme qui a de l'argent. Chez nous, c'est quelque chose qui est tabou. On va te traiter de matérialiste. C'est normal que si je gagne 100 000 $ l'année, je ne veux pas traîner avec un homme qui n'en gagne rien. C'est tout à fait normal parce que je vise à avancer. Mais le fait que le monde va me traiter de matérialiste fait que j'ai honte de le demander. Pourtant, je le veux. Et plus tard, pour moi, c'est des frustrations accumulées, en fait, qui vont faire que, oui, je vais accepter un homme qui est, excusez-moi, en moindre revenu que moi, mais plus tard, ça me pose un problème, ça me frustre. Et ça s'accumule dans la relation au fur et à mesure parce que dès qu'il commence à naître des frustrations, ça peut dégénérer à autre chose. Donc, quand Prince parle tantôt de l'intégration, c'est pas uniquement d'apprendre à se couvrir pendant l'hiver, mais c'est aussi parce que les femmes découvrent qu'elles peuvent demander qu'est-ce qu'elles veulent. Les gens disent des fois, mais pourquoi en Afrique, elle n'avait pas quitté son mari? C'est une fois rendue ici qu'elles veulent quitter. Mais en Afrique, elle n'était pas libre. C'est pas pour justifier le fait, c'est juste pour dire que quelqu'un l'a dit dans les commentaires tantôt, c'est parce que le Canada donne trop de droits aux femmes. Ça m'offusque personnellement. Non. Le Canada reconnaît chacun dans sa liberté individuelle. Le Canada accorde aux femmes le droit d'aller travailler pour avoir de l'argent, dont un homme qui considérait dans son ancienne vie que son pouvoir, son charisme, comme ils disent dans leur foyer, est dû à leur porte-monnaie. Oui, ils peuvent se retrouver frustrés parce qu'on a tué leur charisme, en fait, parce qu'on ne dépend plus d'eux. Mais ça, c'est une liberté. On a la liberté d'aller travailler. Peut-être en Afrique, elle avait les qualifications pour travailler, mais personne ne lui donnait sa chance d'aller travailler. Fait qu'elle était obligée de vivre au bout de son homme. C'est pas parce qu'elle était plus heureuse que ça, mais parce qu'elle était obligée. Donc, l'intégration, pour moi, ça va dans tous les sens jusqu'à ce niveau-là. Il faut qu'on accepte les libertés des autres. Il faut qu'on apprenne nos propres libertés. Merci Lydie Camnan. Je sais que ce que tu viens de dire là, tu as touché à l'orgueil propre des hommes là. Beaucoup vont se sentir interpellés. Mais on va revenir rapidement sur ce que tu as dit. On va passer la parole à Félix qui va répondre déjà à la question actuelle qui est la dépression est très souvent tabou chez les Africains. Félix? Oh oui, définitivement. Nous sommes très mal outillés en Afrique, malheureusement. Et vous savez, moi, quand j'étais
dans un collège au Cameroun, il y avait, au collège Afrique-Sacré, on avait un département où on pouvait, des jeunes, rencontrer une infirmière. Il y avait un département où on pouvait rencontrer un orientateur scolaire. Puis il y avait un département où on pouvait rencontrer un psychologue. Et c'est très drôle parce qu'on allait le voir, puis on pouvait raconter nos problèmes. Et je me souviens très bien parce qu'à l'époque, j'avais de la difficulté un peu chez moi avec mon père, tout ça, et j'étais allé me confier à elle. Sauf que cette psychologue était catholique parce que nous étions dans une école à confession protestante, donc missionnaire chrétienne. Donc il fallait lui raconter un peu comment ça se passe à la maison. Sauf que ça finissait toujours par « il faut faire de la prière ». Voyez-vous, c'était comme cela. Donc, on disait que c'était une psy, mais je ne sais pas si vraiment aujourd'hui, je suis plus grand, j'ai 44 ans, puis je n'ai plus 16 ans. Je ne sais pas si elle avait vraiment un diplôme de psychologue comme j'en rencontre au Québec, parce que j'ai déjà consulté ici en 2013, quand j'avais des petits problèmes pour me comprendre moi-même, parce que j'étais un peu perdu dans ma vie, là, et je suis allé rencontrer une psy. Mais quand je me ressasse ces souvenirs-là, et quand vous posez la question, et ça me fait rire, parce que je me souviens, on allait chez elle, et on se confessait, cette dame-là, et puis elle nous disait à la fin, oui, c'est vrai que ton papa te fait ça, oui, tu n'arrives pas à prendre tes leçons parce que tu travailles, parce que tu dois te lever tout le matin, parce que ton papa te stresse, mais tu sais, dans la parole de Dieu, on dit ceci, il faut juste lire, et puis remets-toi en prière, ça devrait passer. Donc oui, il y a un gros problème en Afrique, les pasteurs sont devenus des psychologues, ont remplacé les psychologues. Et il y a même quelqu'un qui avait fait une publication pas très longtemps, je disais, on disait en Afrique, on a besoin de psychologues. On a un gros problème, nous les garçons, vraiment. On a un problème de comportement. On a cette éducation qui, jadis, n'était pas mauvaise parce que notre éducation nous pousse à devenir des leaders, des hommes qui prennent les devants, qui protègent la femme, qui ramènent à manger. On est cet homme du Cro-Magnon qui va chercher à manger et qui ramène le gibier, puis madame d'épaisse cuisine, puis après on attend de manger, madame s'occupe des enfants. Eh bien, cette réalité n'est plus la même aujourd'hui quand on est en 2021. Les temps ont changé. La femme a pris de la place et il faut la lui accorder cette place. Et comme Lydie l'a dit, c'est ça notre gros problème. Vous voyez encore en 2021, des gens sur les réseaux sociaux vous dire la meilleure femme, c'est la femme soumise. Comment voulez-vous qu'on avance quand les hommes disent encore en 2021 que la meilleure femme doit être soumise? Soumise dans quoi? Il faut définir la soumission. Parce que la soumission, étymologiquement, c'est de l'esclavage. Étymologiquement, c'est de l'esclavage, se soumettre. Mais si on est en train de nous dire qu'une femme doit aimer son mari, mais il faudrait revoir le mot soumission, car trop de machos utilisent cette expression, ils la galvaudent et malheureusement, ils maltraitent les femmes sous le pseudo qui sont des hommes, comme si la femme n'était pas assez homme pour être dans l'humanité, comme si on avait dans l'humanité des hommes, puis quelque part on cherchait la place de la femme. Alors que depuis la nuit des temps, c'est les hommes qui se soumettent aux femmes. Qui demande un mariage? Qui se met à genoux pour demander à une femme? Qui demande à la femme la nuit qui veut faire l'amour? Qui demande à madame qui veut un enfant? Qui demande à chérie quand elle est fâchée, quand elle boude? Qui supplie la femme d'accepter sa demande en mariage? C'est les hommes. Nous sommes soumis depuis la nuit des temps. Mais aujourd'hui, on essaye avec les religions de renverser la tendance pour faire croire à la femme que c'est à elle de se soumettre. Les femmes sont des reines et c'est comme ça. Dans nos sociétés patriarcales africaines, il va falloir qu'on revoie cette mentalité-là. Et trop souvent, les hommes qui commettent des meurtres, comme on en voit ici, là, sont briqués dans leur propre orgueil et ils ne comprennent pas qu'en Occident, la police puisse intervenir dans sa relation et donner raison à madame. C'est pas que le Canada c'est que le Canada a donné aux femmes les droits de pouvoir se mettre debout face à leurs hommes alors qu'elles ne le faisaient pas. Il faut bien comprendre, pour finir, que la femme africaine aujourd'hui vit les mêmes tragédies que la femme québécoise en 1960. Donc, nous avons un rattrapage à faire pour arriver à un moment donné à nous mettre au même niveau que les femmes. Et il faut bien que ma femme, celle que j'ai dans la maison, que je la respecte. Il faut bien qu'elle soit égale à moi, car si dans ma tête de garçon, je me dis que je suis supérieur à ma femme, ben ce jour-là, je suis mort. Parce que c'est clair que mon couple ne va plus jamais fonctionner. Donc oui, les psychologues, nous les gars, les hommes là, moi j'ai déjà fait un pause là-dessus, que tous les Africains, on doit aller se coucher dans un sofa et exorciser tous nos démons. Après, on reviendra. Alors, Félix, ce que tu dis est pertinent, mais compte tenu de l'histoire que tu as entamée en tout début d'émission, en lien avec ton cas propre, là, comme quoi, lorsque tu as porté plainte contre ta dame, la police t'a fait comprendre que ça pourrait se retourner contre toi. Du coup, ça m'amène donc à rentrer dans ce que je vais appeler le système canadien, qui justement, tu l'as dit tantôt,
donne plus de droits aux femmes, est-ce que ce n'est pas forcément un élément qui vient encore renforcer ces dérapages qu'on peut voir au sein de notre communauté? Parce que, étant donné que justement, comme tu as dit, l'homme est impliqué dans son orgueil propre, du fait que déjà il se sent diminué, est-ce que tout cela ne vient pas comme provoquer une certaine frustration qui finalement finit par donner gain de cause à l'homme qui va commettre cet acte ignoble? Donc, la question est, est-ce que le système canadien ne favorise pas ce qui est en train de se passer? Je pose la question Attends, c'est à moi que je t'adresse. Félix? Je te reviens, je pose la question à Florent. Ok, parfait. Mais excuse-moi Stéphane, Florent, excusez-moi de bavarder beaucoup dans ce sujet qui m'interpelle profondément. Je veux juste répondre à un auditeur qui me dit que l'Afrique n'a jamais interdit aux femmes d'aller travailler. Je n'ai pas dit ça. J'ai juste dit que en Afrique, par rapport à ici, les femmes ont beaucoup moins de chances de travailler parce qu'il y a des employeurs, j'en ai connu, qui disent clairement on n'emploie pas les femmes ici parce que demain, elles vont être en congé de maternité. C'est une réalité. Ça l'a été partout dans le monde et les femmes luttent pour que ça évolue. Mais nous autres, on a encore beaucoup de lutte à faire parce qu'il reste encore beaucoup à faire par rapport à certaines sociétés occidentales. Merci. Je te laisse continuer, Florent, s'il te plaît. Est-ce que tu peux spécifier ta question, monsieur Stéphane? Parce qu'au début, en préambule, tu as dit que tu t'adressais à Félix. Et après, vers la fin, tu l'as redirigé vers moi. Donc, alors, pour revenir à la question, Florent, je demandais, est-ce que le Canada ne donne pas plus de droits aux femmes, c'est ça? Du fait que le système canadien donne plus de droits aux femmes, est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas dire que le système de gouvernance canadien serait à la cause de ce qui est en train de se passer comme dérapage dans la communauté africaine et plus étendu au niveau des Canadiens et Québécois? Est-ce que c'est un phénomène vraiment, grosso modo, c'est un phénomène qui se passe un peu dans toutes les sociétés? Ma réponse va être très directe. C'est une question de liberté. C'est une question de liberté, ce n'est pas une question de droit. Il faut bien se le dire et ne pas avoir peur de se le dire. Il faut bien se le dire. C'est une question de liberté. On va tourner 24 heures sur 7. Tout ce qu'on va faire là, ça va revenir au même point. Et j'abonde toujours dans le cas que Félix disait tout à l'heure. C'est une question de liberté. Actuellement, si on considère que l'homme et la femme ont les mêmes droits, les mêmes devoirs, sont égaux en tout et pour tout et dans toutes les situations, alors, si peut-être en Afrique, cette liberté n'est pas étendue, si cette liberté n'est pas totale, complète, assumée, il est tout à fait normal que lorsqu'on arrive en Occident et qu'on a accès à cette liberté, qu'on découvre d'abord cette liberté et qu'on y a accès, c'est normal que ceux et celles qui n'avaient pas encore cette liberté puissent en jouir complètement. Et que ceux et celles qui avaient cette liberté et qui en abusaient un peu parce que l'autre ne l'avait pas, soient un tout petit peu frustrés, coincés, qu'ils en souffrent, qu'ils en pâtissent. Je dirais même peut-être, si c'est pour exagérer, qu'ils en meurent. Il faut accepter de vivre avec l'autre en acceptant ses droits et ses devoirs. On est tous égaux. On a 2 droits, 3 droits. Pour le monde, on a les mêmes droits et ces droits doivent être acceptés, validés et assumés. On ne doit pas essayer de piétiner l'autre parce que, quelque part, le système ne le permet pas. Ce n'est pas une question, ce n'est pas un problème individuel. Ce n'est pas un problème personnel. C'est un problème de système, d'État, de gouvernement. Il y a des pays qui laissent cours et donnent complètement cet avantage de liberté à tout le monde et le monde en jouit. Et d'autres pays qui essayent, je dirais, d'emprisonner cette situation pour les empêcher. Alors, moi, je pense, comme je l'ai toujours dit, peut-être que certains pensent que nous sommes égaux, tout simplement aux femmes. Oui, on est égaux, nous sommes tous égaux, mais je pense que quelque part, nous sommes... Quel est le bon terme pour le dire? Nous sommes très redevables aux femmes.
Très, très, très redevable. Alors, tout à l'heure, je riais derrière ma cravate lorsque Félix parlait des machos. J'aimerais bien voir ces machos aujourd'hui, à ce 21e siècle. Parce qu'autour de moi, tous ceux qui sont machos, très rapidement, je leur rappelle, mon ami, sans la femme, on sera perdu. On serait perdu quelque part. Mais sans nous, est-ce qu'elles seront perdues? Je ne sais pas. Mais c'est certain que les femmes, elles gèrent très rapidement les situations. Je commencerai à vous citer les avantages des femmes aujourd'hui. Ce serait toute une litanie, ça me prendrait 1 an, je n'aurais pas terminé. Donc, c'est une question de liberté. Merci. J'espère, Florent, que tous les auditeurs épousent ton dialogue là. Et justement, j'assume mon dialogue, je l'ai toujours tenu depuis tout le temps, je le tiens partout où je passe, partout où je suis. Je l'assume et je le dirai devant toute personne. Alors, il y a déjà des personnes qui rebondissent là. Nous ne sommes pas égaux, chacun a son rôle à jouer dans le couple. On a besoin l'un de l'autre. Donc, on n'est pas égaux, mais chacun a son rôle à jouer. Qu'est-ce que tu en dis? Je vais passer la parole à Bertrand. Nous ne sommes... Je vais passer la parole à Bertrand. Selon l'auditeur merveille de Dieu, nous ne sommes pas égaux, chacun a son rôle dans la société. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que si on ne comprend pas le concept de vivre en couple, le concept de qui fait quoi en couple, on est très souvent victime des frustrations et très souvent, ça finit par des situations, des drames tragiques comme ce qui est arrivé parce que à la base, personne ne s'était posé la vraie question de qui fait quoi, quel est mon rôle, quel est ton rôle, etc. Et parfois, il y a des incompréhensions qui aboutissent très souvent à ces dérapages-là. Donc, la question aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que l'homme et la femme, ça peut être l'un des facteurs, je pense, si déjà la question de l'égalité n'est pas posée, alors en partant, on se dit, mais pourquoi elle veut être égale à moi? Et ça peut créer des frustrations. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce que Merveille de Dieu dit? Nous sommes égaux, nous ne sommes pas égaux. Chacun a son rôle à jouer dans le groupe. Qu'en penses-tu, Bertrand? Merci, merci beaucoup Stéphane pour la question. Je vais distinguer deux éléments ici. Il y a l'égalité de droit là, que confère la loi et sur ce plan-là, effectivement, l'homme et la femme sont égaux, il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, il y a le vécu quotidien des couples. Comme vous savez, je suis master coach certifié, je discute à ce titre avec beaucoup de femmes et avec beaucoup d'hommes qui viennent vers moi pour des sessions de coaching ou même simplement pour des conversations informelles. On parlait de frustration tout à l'heure. Les frustrations, il y en a de part et d'autre. Il y en a chez les femmes, il y en a chez les hommes. Les frustrations que j'entends le plus souvent chez les femmes, c'est, comme vous avez dit, là, les hommes machos, hein, qui autoritaires, autocrates, là, qui décident, qui ne discutent pas avec leurs épouses, qui voilà, imposent leur volonté, etc., et ainsi de suite. Ça, ce sont les frustrations récurrentes qui viennent des femmes. Du côté des hommes, les frustrations sont d'ordre financier. Plusieurs hommes me disent, Bertrand, les Africains ici en Occident ou en Amérique du Nord veulent avoir tous les droits, mais sans responsabilité. Et de manière plus précise, ces hommes me disent, ma femme veut ceci comme droit, mais lorsque vient le temps, par exemple, de s'entendre sur les dépenses de la famille, je ne la vois presque pas. J'ai la plus grande part des responsabilités financières de la famille. Elle me dit, ben, c'est toi le chef de la famille, c'est toi l'homme, tu dois t'occuper de ta famille. Et pourtant, elle travaille, je travaille, nous avons des salaires égaux, etc. Mais les dépenses sont si déséquilibrées à ma défaveur, disent certains hommes, que j'en perds presque le sommeil. Et ça, c'est une frustration qui revient très, 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 très souvent chez les hommes, c'est l'aspect financier. J'ai
eu en coaching là, une fois un homme, un Africain, je tairai son pays, c'est pas, le pays n'est pas important ici, qui m'a raconté l'histoire incroyable suivante. Il me dit, coach, je suis marié. Mon épouse et moi, on s'entend là qu'on va acheter une maison. Mais lorsque vient le moment de chacun de mettre sa contribution ou de planifier comment est-ce que concrètement on va acheter cette première maison, d'épargner, mon épouse me dit, non, je ne mets rien. Je n'ai pas d'argent à mettre dans cette maison. Elle veut la maison, elle est mon épouse, mais elle refuse de contribuer à l'achat de cette première maison. Alors, voilà juste un petit exemple hein, des frustrations des hommes. Maintenant, il faudrait que si les couples veulent réellement tenir ensemble, hein, il faudrait que des deux bords, chez l'homme, chez la femme, que chacun mette un peu d'eau dans son vin, si vous me permettez l'expression, que chacun fasse preuve davantage de raison et de beaucoup moins d'égoïsme. La femme est un être libre. Il n'y a pas de débat là-dessus. La femme a les mêmes droits que les hommes. La femme a énormément de compétences et certaines femmes d'ailleurs ont beaucoup plus de compétences que leur mari. Elles ont donc toute la liberté d'aller, de progresser dans leur carrière, dans leurs affaires et tout ce qu'on veut. De l'autre côté, il faudrait, il me semble, que ces femmes, parce que ce ne sont pas toutes les femmes, que ces femmes qui disparaissent quand arrive le moment de leurs obligations financières vis-à-vis de leur famille, que ces femmes comprennent que nous ne sommes pas en Afrique ici. Nous sommes bel et bien au Canada, n'est-ce pas? Il faudrait donc que ces femmes aussi acceptent de contribuer à la hauteur de leurs revenus, à la hauteur des responsabilités du ménage complet, plutôt que de laisser la plus grosse part des dépenses à l'homme. Pourquoi? Parce que quand vient le moment du divorce, et on parle d'un cas de divorce qui a tourné à la tragédie ici, là. Quand vient le moment du divorce, là, le législateur ne regarde pas qui a dépensé quoi. C'est ça qui fait mal à certains hommes quand arrive le moment du divorce. Certains hommes ont acheté des propriétés avant de se marier. Appartements, peu importe, maison, condo, etc. Ils se marient, madame s'installe dans le condo, dans la maison achetée par monsieur. Après 6 mois, ça devient la propriété familiale. Lorsque madame demande le divorce, on ne regarde plus qui a acheté le condo ou la maison, puisque c'est la propriété familiale maintenant. C'est 50% madame, 50% monsieur. Si en plus, madame obtient la garde exclusive des enfants, et je ne parle pas de ce couple togolais que je ne connais pas, je parle en général. Je vois beaucoup de cas autour de moi et beaucoup de personnes viennent vers moi. Si en plus, madame obtient la garde exclusive des enfants, mettons-nous un instant dans la tête et dans la peau de cet homme. Il se peut malheureusement que s'il n'est pas bien entouré, s'il ne recherche pas lui-même de l'aide, ou si l'aide vient à lui mais qu'il refuse par orgueil, malheureusement, il peut se retrouver en situation de détresse, en situation de déprime complète, là, de dépression, et commettre des gestes aussi insensés que ceux que nous déplorons aujourd'hui. Et je considère ces hommes qui se donnent la mort après avoir ôté la vie à d'autres comme des victimes. Ce sont des victimes aussi, au même titre que les personnes à qui ils ont ôté la vie malheureusement. Alors, il faudrait qu'on se regarde en face, là, comme société, comme famille, comme couple, comme citoyen, citoyenne, et qu'on évite de tirer sur les hommes ou de tirer sur les femmes, mais qu'on regarde vraiment de part et d'autre ce qui doit être fait pour qu'on ne soit pas ici, là, dans 1 mois, dans 6 mois,
pour débattre des mêmes questions de tragédie familiale. J'espère que je n'ai pas été trop long. Alors, merci beaucoup Bertrand pour ton approche, une fois de plus édifiant. Je vais passer la parole à Félix et je vais revenir encore sur ce qu'a dit un des auditeurs, que nous ne sommes pas égaux, et merci pour la réponse que Bertrand a apportée. Effectivement, si nous sommes égaux au Canada, comme disait Lydie Kamna, compte tenu de la réponse qu'a donnée Bertrand, ça voudrait dire que tout le monde devrait participer au même pied d'égalité en ce qui concerne les différentes charges, etc. Alors, Félix, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Sommes-nous réellement égaux comme tu le soutiens, ou effectivement ça rentre dans l'argumentation de Bertrand qui soutiendrait que nous ne sommes pas vraiment, on ne peut pas vraiment parler d'égalité si tout n'est pas fait de manière égale? En fait, c'est clair que pour moi, c'est pas une question. Je veux dire, on ne peut plus épiloguer sur l'égalité homme-femme. Je pense que j'ai bien compris son propos, le coach Bertrand. Je pense que, comme il a si bien dit, oui, la femme et l'homme, nous sommes égaux. Il est clair que si je gagne plus de revenus que ma femme, oui, il y a une inégalité au niveau des finances. Mais est-ce que ça me donne plus de droits sur ma femme? Non. Je vais vous faire un exemple rapidement. Moi, quand j'ai déjà eu une vie avec une Québécoise, aujourd'hui, j'ai une vie avec une Africaine. Très drôle parce qu'avec une Québécoise, c'était moitié-moitié. Et ce n'est pas moi qui tenais, c'est elle qui tenait. Parce que moi, Africain de mon état, vous comprenez que moi, le loyer à Rimouski, c'est moi qui le payais à la maison. Donc, dans ma tête, il était hors question pour moi de demander à mon ex-femme de contribuer. Bon, déjà qu'à Rimouski, une maison ne coûte pas cher. Donc, je payais et le loyer, je prenais même les taxes de la ville, j'ajoutais même Hydro-Québec dessus. Avec ce que je gagnais comme revenu, ce n'était rien toujours. Contrairement à aujourd'hui, ça. Donc, et elle tenait à ça. Et elle me disait, oui, mais c'est bien beau que tu gagnes beaucoup d'argent. C'est elle qui me le rappelait. Si jamais nous nous séparons demain, rappelle-toi, j'ai la moitié sur cette maison. Et comme dit Bertrand, ben justement, à cette époque-là, j'aurais aimé avoir ses conseils. Mais moi, la question n'était même pas là de séparation de moitié. Je voulais juste payer. Je suis l'homme, j'apporte les capitaux, je paye. Je gagne plus que ma femme, je paye. Mais en effet, quand est venu le moment de se séparer, eh ben, j'avais droit à la moitié, mais mieux que ça. Et ce qui m'a beaucoup étonné, non seulement j'avais droit à la moitié de la maison, mais comme c'est moi qui payais le loyer depuis, eh bien, tous les calculs ont été faits pour que j'ai plus de part sur la maison que madame. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant qu'on est tombé devant l'avocat parce qu'à chaque fois que je payais le loyer, elle émargeait comme quoi c'est moi qui payais. Pendant 7 mois, elle ne payait pas. Donc, vous voyez quand même que les 7 mois que j'ai payé de plus m'ont été profitables. C'est quasiment comme si je venais d'un investissement d'une certaine manière. Eh bien, aujourd'hui, je suis avec une femme noire. Il est clair que je fais toujours la même job, de payer le loyer, sauf que j'ai une femme noire qui est occidentalisée, qui n'est pas comme les femmes qui viennent du pays là. Elle, je pense que les gens la connaissent un peu, elle a du caractère là, elle tient à payer la moitié du loyer. Et quand je vous dis la moitié, il n'y a pas une scène qui cherche son frère. Donc, moi, quand je dis par exemple, chérie, c'est pas grave, c'est moi si je paye, elle me dit non, jamais, tu me mets ta part, je mets ma part, on a un compte conjoint. Je veux que tu aies les mêmes, je veux avoir les mêmes droits que toi, il est hors de question. Donc, même si, une fois de plus, les revenus de l'homme sont supérieurs à la femme, nous sommes quand même dans un pays qui s'appelle le Canada, qui tient toujours à ce qu'il y ait une égalité, sinon même une équité dans certains cas. Parce que l'égalité, c'est bien bon, mais l'équité, c'est encore mieux. Si Lydie prend le même poste que j'ai comme VP des finances, si je gagne 100 000 par année, il est injuste que Lydie prend le même poste puis qu'on lui donne 75 000 parce qu'elle est une femme ou qu'elle va accoucher. Donc, vous voyez quand même qu'on est allé loin. On n'est pas juste dans l'égalité. Aujourd'hui, on est dans l'équité même. Donc, il faudrait que Lydie, en tant que femme, gagne le même salaire que Félix pour le même poste. Donc, je pense que oui, il peut y avoir une inégalité au niveau, je ne sais pas moi, des finances, mais ça n'enlève rien au droit. Là où je suis en accord avec lui, lorsqu'il dit que les hommes qui commettent des actes de suicide ou des actes regrettables sont des victimes, ça, c'est vrai. J'en suis une preuve. J'ai failli, moi, vous me voyez là, j'ai failli commettre un meurtre à Rimouski quand j'étais mis dehors de chez moi pour avoir été injustement accusé. Pourtant, je suis quelqu'un de très équilibré. Ce jour-là, je broyais du noir. J'avais 3 policiers, que je regardais leurs poches, je regardais leurs armes, puis je me rappelais dans les films que j'ai juste arraché sa pochette, dégainer le chien et me tirer une balle dans la tête, puis même les tuer. Parce qu'à ce moment-là, quand tu es un immigrant à Rimouski, puis on te met dehors à 6 heures de Montréal, dans un froid de moins 40, puis que tu n'as pas de famille, crois-moi, tu broies le noir. Donc, si j'avais commis un geste ce jour-là, vous serez en train de faire
ce meeting et parler d'un Africain qui a tué une femme blanche et qui se serait suicidé. Mais en pensant que le gars est malade, non. C'est sûr qu'on boit le noir, mais on n'est pas forcément malade. Le système, malheureusement, n'a pas fait en sorte que les hommes, lorsqu'ils sont victimes, qu'on leur donne aussi les mêmes maisons comme les femmes battues ont des toits où elles peuvent sortir et rentrer quelque part, même dans l'anonymat. Trouvez-moi des maisons pour des hommes au Canada, pourtant un pays si développé, vous n'en trouverez pas. Il y a une maison qui s'appelle le répit du passant. C'est 3 jours maximum pour un homme. Tu vas là-bas, ça s'appelle le répit du passant. Donc, on n'a pas dit maison d'hébergement. Donc, tu vas là-bas, tu as 3 jours pour te reposer, le temps de voir clair, mais après, il faut que tu sortes parce que c'est fait pour des sans-abri. Donc, la femme, oui, elle a un toit. Dans chaque quartier, il existe des maisons d'hébergement pour femmes battues, femmes violentées, nommer toutes les violences. La femme peut sortir, appeler le 911, partir de chez elle, puis aller dormir quelque part. Mais l'homme peut. Alors, du coup, que font les hommes? Ils veulent revenir chez eux. Moi, nonobstant l'ordonnance qui m'avait été donnée de ne même plus rentrer en contact avec mon ex-conjoint, mais il me met dehors, je n'ai même pas de vêtements. Mais je suis revenu chez moi. En revenant chez moi, j'ajoutais encore un nouveau chef d'accusation. Ah, tu es revenu à la maison. On m'avait dit de ne pas rentrer en contact avec elle. Je l'ai appelé pour lui dire j'ai besoin de mes affaires. En l'appelant, j'ai encore ajouté un autre chef d'accusation. Fait que plus je faisais déjà, plus mon dossier montait, plus je me ramassais avec 10 chefs d'accusation, alors qu'au début, j'en avais juste 2. Parce qu'on n'est pas conseillé, parce qu'on n'est pas outillé. Et même quand bien tu rencontres un avocat, hein, malheureusement, hein, c'est la madame qui décide si oui ou non tu viens chercher un morceau de linge chez toi. Donc, quand une dame sait qu'elle t'a mis dehors, en plus d'avoir injustement accusé, puis qu'elle sait que tu n'as pas de vêtements, puis qu'elle sait qu'on y devait, et que le policier, pour venir chez toi, doit l'appeler pour dire « Madame, monsieur veut un vêtement, est-ce que vous acceptez ?» Si madame dit oui, tu viens chercher avec l'aide de la police. Si madame dit non, tu ne viens pas. Imaginez-vous quand une femme vous fait baver. Voilà ce qui conduit à des actes regrettables. Voilà ce qui fait qu'à un moment donné, tu la regardes et tu te dis mais cette femme, mais pourtant c'est moi qui paye cette maison, mais pourtant c'est moi. Là, vous commencez à compter comme homme votre orgueil, tout ce que vous faites, et la chose qui vous revient, c'est de tout péter. Et c'est ça un homme, malheureusement. Donc, si ce jour-là, je me souvenais, c'est le 29 mars 2009. Voyez-vous, on est un 29, on est un 30 aujourd'hui, je m'en souviens. 29 mars 2009, j'ai failli commis les paras à Rimouski. Donc, je sais c'est quoi ce système-là et en plus, ils m'ont balancé en prison. En plus, j'ai traîné. Puis, ça m'a pris 4 ans pour avoir gain de cause. 4 années. 2013, c'est l'année où, enfin, on me dit, monsieur, vous avez raison. Donc, si le système n'est pas équitable aussi avec les hommes, et c'est là où, malheureusement, les femmes ont une coche sur nous, c'est que le système prend pour acquis que nous, les hommes, nous sommes violents. Nous sommes plus forts. Donc, le système prend pour acquis que nous avons une force physique qui dépasse celle de la femme. Donc, et c'est là où, en effet, on se rend compte que oui, les hommes et les femmes sont égaux, mais quand il s'agit de muscles, ben, on n'est plus vraiment égaux à ce niveau-là. Alors, donc, pour moi, le système est très, 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 très injuste en ce qui a trait aux hommes. Le système prend pour acquis que les hommes sont mauvais, que les hommes sont criminels, que les hommes sont dangereux. Et je veux bien comprendre que le système veut protéger la femme. Et il faut protéger les femmes. J'ai des sœurs, je n'aimerais pas que ma sœur se fasse tuer par un homme. Mais à trop vouloir protéger la femme, on a oublié les hommes. Oui, Lydie, tu veux prendre la parole, vas-y. Je vais juste, merci Stéphane, je vais revenir sur la question des droits des femmes quand on dit que le Canada accorde trop de droits aux femmes. Je veux exhorter les hommes de faire un effort de compréhension parce que ce n'est pas les droits des hommes qui sont retirés pour donner aux femmes. Donc, donner plus de droits aux femmes ne veut pas dire qu'on réduit les droits des hommes pour les donner aux femmes. Il faut qu'on comprenne bien ça. On ne réduit pas, on n'enlève rien à l'homme pour donner à la femme. On permet à la femme de pouvoir s'épanouir dans son environnement de vie. Maintenant, on entend très souvent ça. Elle m'a fait sortir de chez moi, elle a arraché ma maison. Merci Félix de nous avoir édifié un peu sur ton cas personnel tantôt parce que tu l'as dit, le fait d'avoir payé le loyer pendant 7 mois a fait que pendant le partage, tu aies 7 mois de crédit de plus que la personne qui ne payait pas. Tantôt, Bertrand l'a dit, la majorité, et je l'ai souvent pensé, merci Bertrand, tu es un professionnel, tu en parles, ça veut dire que tu as accès à un certain nombre de statistiques qui donnent la légitimité de le dire. La majorité de nos couples périssent à cause des problèmes financiers. Si on n'est pas capable de se parler d'argent dans nos couples, pour moi, je trouve que c'est un gros problème. Oui, si un homme aujourd'hui
pense que demain ou après-demain, on peut le sortir de sa maison. D'ailleurs, j'ai jamais compris ça, qu'un homme dise qu'elle m'a arraché ma maison. Ça, j'ai de la difficulté à le comprendre. Je comprendrais qu'un homme aujourd'hui exige que la femme paye aussi. Parce que peut-être en prévision du jour où elle chassera de la maison, au moins il se dira, on a payé moitié-moitié, ça nous appartiendra, ça nous appartenait moitié-moitié. Mais j'exhorte vraiment les gens dans leur couple. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus tabou que l'argent chez nous autres. Je ne comprends pas qu'on puisse vivre ensemble, on fait des enfants ensemble, on pense se projeter une vie commune et on n'est pas capable de se parler d'argent. On n'est pas capable de se dire qu'est-ce qu'on gagne, on n'est pas capable de se partager les charges. C'est injuste et je trouve même que c'est un manque d'amour parce que je ne suis pas sûre qu'au Canada, il y a beaucoup d'hommes qui sont capables de prendre leur foyer en charge à 100% tout seuls. En Afrique, il y a des hommes qui le font. Mais au Canada, je ne suis pas sûre qu'un homme, avec son revenu seul, puisse prendre sa femme, ses enfants, la famille au pays, la belle famille en charge tout seul. Donc, une femme ou un des deux conjoints laisse l'autre vouloir s'en occuper tout seul. Je ne vais pas dire c'est criminel, peut-être ça va être trop fort, mais je vais dire c'est un manque d'amour. Parce que pour pouvoir payer toutes ces charges-là, il faut travailler. Et si quelqu'un a tout seul la lourde charge de s'occuper de tout, ça veut dire qu'il travaille trop. Il travaille à un point où il n'a plus le temps de profiter de la vie, de profiter de la famille, de profiter de sa femme. Tout ce qu'il a à faire, c'est de travailler. Est-ce que notre relation est vraiment basée sur l'amour au point où on laisse l'autre se tuer à la tâche parce que nous, avec notre argent, on veut s'acheter ci, on veut s'acheter ça, au lieu de contribuer? Parce qu'on n'aide pas l'homme à payer les charges de la maison, on contribue. On contribue. L'espace dans lequel on vit, c'est normal qu'on contribue à payer parce qu'on vit là-dedans aussi. Est-ce qu'on veut laisser vraiment notre conjoint se tuer à la tâche pour tout payer? Comment est-ce qu'on va pouvoir profiter de lui s'il est fatigué tout le temps ou s'il n'est jamais là? Ça, il faut le dire à tes copines. J'espère qu'elles entendent. Quand est-ce qu'on va pouvoir profiter de notre homme s'il travaille tout le temps? J'adore. S'il travaille 20 heures sur 24, on le voit quand? On profite de lui quand? Ben, si on travaillait 4 heures de plus ou 5 heures de plus pour qu'il puisse se reposer, ça nous permettrait de se voir, ça nous permettrait de profiter de notre couple, de notre vie. Donc, je pense que dans nos couples, il faudrait qu'on apprenne à parler d'argent, que l'argent ne soit plus un sujet tabou, qu'on ne vive pas dans une maison où la femme ne sait pas qu'est-ce que son mari gagne, le mari ne sait pas qu'est-ce que sa femme gagne. La femme dit que les allocations familiales, c'est son argent de poche. Bravo. Il faut qu'on soit capable de mettre la lumière là-dessus parce que tant qu'on ne le fait pas, ça augmente la frustration de l'homme qui paye. Et puis, Stéphane, pour toi, c'est un bon sujet. Il faut parler d'argent. C'est un très, très bon sujet. Vraiment, bravo, Lydie. J'adore. Merci, Lydie. Lydie, je ne te coupe pas, mais là, ce que tu es en train de développer, là, on va tout doucement vers l'éducation. Parce que j'ai comme l'impression que ce que tu es en train de développer là a trait à l'éducation. Beaucoup d'immigrants arrivent ici, mais beaucoup viennent avec, je dirais, des idées déjà préconçues, des idées venant d'Afrique, que l'homme est le chef de famille, c'est l'homme qui pourvoit tout, c'est l'homme qui est comme ci. Et la femme aussi vient avec des idées préconçues. Monsieur, là, tu vas gérer le loyer, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, etc., etc. Donc, je pense que quelque part, on devrait possiblement éduquer. Peut-être Bertrand serait mieux placé pour nous dire que les gens qui arrivent doivent être rééduqués de nouveau parce qu'ils viennent déjà avec une autre façon de penser. Il va falloir déconstruire cela pour pouvoir permettre qu'effectivement, ensemble, on puisse aller loin. Mais Stéphane, on ne peut pas demander à un homme de payer toutes les factures puis on lui demande de nous aider à laver les assiettes. Ça se fait. Bertrand peut peut-être t'en parler, peut-être dans ses statistiques. Et il y a encore des personnes qui ont ces idées-là. Peut-être toi, tu t'es élevé, mais tout le monde ne s'est pas élevé à ton niveau. Non, mais parce que si on pense que le chef de famille, c'est lui qui doit payer tout, il faut qu'on accepte aussi qu'on doit rester à la cuisine et puis qu'on nettoie tout.
Et voilà. Il ne faut pas qu'on soit malhonnête de vouloir choisir juste la partie qui nous arrange. C'est un échange de bons procédés. Je suis tellement d'accord avec toi là-dessus. C'est un échange de bons procédés. Nos parents, à l'époque, c'est ce qu'ils faisaient. Ils allaient travailler. Nos mamans étaient à la maison, faisaient des enfants et ils apportaient de l'argent. Aujourd'hui, nos femmes travaillent. Donc, il est clair qu'on n'est plus dans la même réalité. Donc, il faudrait absolument que la femme qui travaille comprenne que ce n'est pas son père qui est son mari, c'est son ami qui est son mari. Et la question d'argent, en effet, c'est une question, je ne sais pas pourquoi, mais il faut en parler tous les jours. Tous les jours. Tout à fait. Tout à fait. Dans ce cas, ce qui en ressort alors, c'est question d'éducation financière alors. Parce que ce que vous élaborez depuis, en fait, c'est la culture africaine transportée dans une culture occidentale qui se confronte entre elles. Donc là, c'est plus une question d'éduquer financièrement ou autre les relations de couple. Mais avant, Bertrand, de poser les questions, je suis très intéressée par les commentaires qui ont survenu grâce à vos paroles, mes chers panels. D'abord, il y a Easy Academy qui a ta souffrance afro-rebelle. Désolée pour ta souffrance frangin. Et qui aussi mentionne la date fatidique de ta souffrance, le 29 mars 2009, l'anniversaire de ta souffrance. Il y a Mom Samedi qui dit: je vous suis les gars, mais le suicide pour le meurtre n'est pas une option. Juste éduquer vos conjoints du changement d'environnement et de la réalité. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et aussi, il y en a qui mentionnent la foi en Dieu. C'est grave. Alors, c'est pourquoi il faut avoir la foi en Dieu et se contrôler dans ces situations. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Il y a Herman Kala qui dit: on a vraiment oublié les hommes. Je me demande où étaient les mecs quand on votait ces lois-là. Je pense qu'il parle des lois des femmes. Et il y a Karen Motif qui dit: je pense que notre communauté devrait asseoir les organismes pour préparer ces couples qui immigrent au Canada et qu'on ne pas dans ce champ. Je suis très d'accord avec toi. Alors, Bertrand Desfaux, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Stevia. Et je remercie le public d'immigration entrepreneuriat pour tous ces commentaires et toutes ces questions. Ça permet d'enrichir encore davantage notre belle conversation. Oui, on parle d'éducation. Je ne cesse de le dire, toutes les personnes qui me suivent là depuis 5 ans le savent. On n'avance pas sans éducation. Et je crois qu'une des erreurs les plus graves de la communauté immigrante, c'est de prendre l'éducation ici au sens d'instruction. Nous sommes très forts là pour aller dans les universités, les collèges, prendre des certifications, prendre des diplômes. 1 an, 3 ans, 4 ans, 5 ans, etc. Mais la plus belle éducation, l'éducation la plus pertinente, la plus profonde, celle qui nous permet réellement d'avancer, de transformer nos vies, de transformer le monde, c'est le travail qu'on fait sur soi. Voilà pourquoi le coaching, l'accompagnement, le travail avec des thérapeutes, avec des psychologues est si important. Je ne cesserai jamais, jamais, jamais de le dire. Nous, immigrants en Occident, nous avons besoin d'une reprogrammation mentale. Je vais vous donner un petit exemple. Sortir un peu du cadre du couple, aller dans le cadre strictement professionnel. Beaucoup de personnes qui arrivent ici, qui sont médecins, ingénieurs, etc., dans leur pays d'origine, trouvent le Canada tellement injuste, n'est-ce pas, par certains côtés. Elles disent, mais j'ai tel diplôme, j'ai occupé tel emploi dans mon pays. Ici, il y a tellement de barrières, mes diplômes ne sont pas reconnus, etc., etc. Et quand moi, je leur dis en tant que consultant en éducation, là, ils écoutent. Plutôt que de passer des années à vous plaindre du système, à vous plaindre de telle ou telle barrière pour devenir membre de tel ou tel ordre professionnel, vous feriez mieux de retourner à l'université, de prendre une petite certification, ou si vous étiez médecin, vous pouvez redevenir infirmier ou infirmière, par exemple. Vous commencez, vous travaillez, vous acquérez de l'expérience, et au fil des années, étant à l'interne, vous allez suivre des programmes, il y a des programmes passerelles. Et plus tard, pourquoi pas, vous deviendrez médecin comme dans votre pays. Certains comprennent et d'autres s'obstinent. Pourquoi? Parce qu'elles refusent de comprendre qu'ils ne sont plus, elles ne sont plus dans le pays d'origine, mais au Canada, dans un nouvel environnement avec de nouvelles réalités.
Voilà un petit exemple là, de ce que ça prend comme reprogrammation mentale. C'est pareil quand on parle de relation, quand on parle de couple, parce que les réalités ne sont pas les mêmes, malheureusement, ou heureusement, ça dépend. Donc, il est si important de se faire accompagner. Il est si important de se faire conseiller, de se faire guider, non seulement par des personnes qualifiées, formées, il y a des stratégies, il y a des techniques pour ça, mais aussi par des personnes d'expérience qui connaissent l'environnement, qui connaissent le milieu, qui savent quels sont les écueils ici. Si j'ai un conseil à donner aux couples qui nous écoutent, qu'ils soient à l'extérieur du Canada ou au Canada, mais en tout cas, toutes les personnes qui sont ici ou qui souhaitent s'installer au Canada, c'est avant votre arrivée, consulter un coach, une coach, un thérapeute, une thérapeute, un psychologue, une psychologue, demander des conseils, demander comment ça fonctionne ici, demander quels sont les écueils à éviter, demander ce que vous devez faire pour que votre couple se porte bien, se porte mieux, puisse fonctionner. Toujours parlant d'éducation, je vais terminer là, j'espère que je ne suis pas trop long. J'ai une inquiétude par rapport à beaucoup de personnes ici de l'immigration. C'est que malheureusement, j'ai l'impression que beaucoup de personnes qui arrivent ici n'ont pas d'objectif. J'ai comme l'impression que pour certaines personnes, le fait déjà de se trouver au Canada ou aux États-Unis ou ailleurs, c'est une fin en soi. Ce sont des personnes qui manquent d'ambition. Mais ambition ici dans le bon sens, parce que le mot ambition peut avoir une connotation négative. Ambition dans le sens de je veux plus, je veux mieux pour moi, pour ma famille. Je veux accomplir plus. Je veux redonner plus à la société qui m'accueille. Je veux contribuer davantage. Je veux aller le plus loin possible dans mon potentiel. Et si on vit cette tragédie-là financière et malheureusement humaine dans tant de familles d'immigrants ces dernières années, c'est aussi, je le crois profondément, c'est aussi parce que certains estiment que lorsqu'on gagne, c'est pas moi, 80 000, 100 000 $, on atteint le maximum. Les deux ne sont pas capables, ou il y a au moins une personne qui n'est pas capable de mettre ses efforts avec l'autre, là, en se disant que, OK, si notre couple gagne déjà tel montant, ce n'est qu'un départ. Ensemble, on peut atteindre le million, on peut atteindre 2 millions, 3 millions, on peut faire plus. Si on a une maison, on peut en avoir 2, 3, 4, on peut avoir des immeubles. C'est ça qui manque, c'est cette projection, c'est cette vision-là qui manque à tant de couples. On se bataille pour les allocations familiales, là, comme Lydie disait, tant de femmes considèrent que c'est leur argent de poche. Et dans quelques années, lorsque les enfants auront 18 ans et devront aller au collège ou à l'université, je crains bien que d'autres tragédies encore plus violentes ne soient vécues dans beaucoup de familles parce que ces femmes risquent de se retourner vers les hommes pour dire, OK, c'est toi l'homme là, la scolarité, c'est, je ne sais pas moi, 15 000, 20 000 $ pour cette première année. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu vas t'en occuper ou non? Et pourtant, pendant 17, 18 ans, ils ont récolté les allocations pour les enfants, pour les études. Qu'est devenu cet argent? Alors, j'espère qu'immigration et entrepreneuriat prend note parce que ça sera un autre débat à organiser dans quelques années. Là, la génération, là, les enfants qui naissent, là, il y a d'autres conflits violents qui arrivent pour les études des enfants après 18 ans d'allocation perçus et on ne sait pas trop ce qu'on en a fait. Tout à fait, merci Bertrand, merci. Si c'est tout, je vais passer la parole à Florent qui va rebondir et probablement nous quitter sous peu. Alors Florent, vas-y, par rapport à la question. Oui, la question de tout ce que je pense que s'il faut rebondir à ce que mon copanéliste vient de dire, je pense qu'il a complètement raison. Lorsque vous planifiez de quitter votre pays pour peut-être aller migrer dans un autre pays, lorsque vous planifiez de vivre quelque part, lorsque vous planifiez de faire partie d'une équipe, il faut toujours s'attendre
à adopter et surtout à s'impliquer pour pouvoir être en accord avec les règles de cette équipe. Je m'explique. Les 3 C, pour moi, c'est surtout les points culminants pour pouvoir mieux vivre dans un nouvel environnement. Les 3 C étant quoi? Comprendre son environnement, consulter, surtout comprendre, communiquer et consulter. Comprendre où on est, comprendre les règles de jeu de où on est, comprendre les valeurs du point où on se trouve, comprendre les attentes de son nouveau pays ou son nouvel environnement. Et ensuite, il faut communiquer lorsque la compréhension n'est pas claire. Communiquer surtout dans son couple, puisqu'on est en train de parler du couple, et on parle bien sûr des violences et tout. La solution, à mon avis, c'est la communication. Communiquer, surtout comprendre l'autre, communiquer avec l'autre et pouvoir transcender les petites difficultés, les petits problèmes. Il faut savoir transcender, il faut savoir dépasser, prendre le temps avant de juger et avant de prendre des décisions drastiques. Et ensuite, lorsqu'on ne parvient pas vraiment à avoir une solution, il faut consulter. Consulter des coachs comme mon copanéliste, M. Ndefo, consulter son environnement parce qu'il y a toujours des organismes, il y a sûrement toujours des aides. Il faut consulter pour pouvoir trouver une solution parce que la solution, ce n'est pas dans la violence. La violence n'est pas une arme qu'on doit utiliser. Ce n'est d'ailleurs pas une arme. Ce n'est pas une option. On doit toujours tout faire pour rester loin de ça. Donc, moi, je pense que nous ne sommes pas, enfin, moi, personnellement, je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine, mais avant de quitter, j'aimerais tout simplement, est-ce que je peux prendre mon mot de fin, Stéphane? Il est là? Parce que je vais devoir sûrement vous couper. Alors, pour mon mot de fin, j'aimerais remercier d'abord tous les copanélistes qui ont vraiment apporté beaucoup de points très, très, très intéressants. J'aimerais remercier IE qui a organisé bien sûr ce beau débat. Je veux remercier tous ceux qui nous écoutent actuellement à travers le monde et qui, j'espère, interviendront après. Et j'aimerais donner rendez-vous ici à tous nos téléspectateurs sur Diaspora Interaction, le média de la diversité, dans 3 jours, dimanche. Nous allons avoir un débat aussi intense avec des spécialistes. On aura un psychologue, on aura un spécialiste en santé mentale et puis on aura aussi une avocate en famille. Une avocate en famille qui viendront parler bien sûr de ce sujet, comment gérer le stress et les crises post-séparation. Alors, merci beaucoup à tous. Merci Stéphane. Je vous souhaite une bonne soirée. Monsieur Ndefo, Lydie et Félix, on se reparle. Salut. Et merci de l'opportunité. Bye bye. Merci Florent. Merci Florent. Alors, pour continuer, parce qu'on est aussi en train, comme ça, de s'acheminer vers la fin de ce live, parce que c'est un sujet, on pourrait rester là de midi à 14h quand on ne finirait pas. Il est très long, très large. Et dimanche, on va poursuivre sur la chaîne de Diaspora Interaction, toujours dans le même élan. Mais déjà, on était en train de regarder des solutions. On a parlé d'éducation, on a parlé de rencontrer des coachs, de rencontrer des psychologues. Donc, toujours dans cet élan, Félix Nitioui, qu'est-ce que tu as à dire concernant les solutions? Quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place afin d'éviter ce genre de drame dans notre communauté? Eh bien, c'est clair que c'est une question qui est vraiment, c'est la question à $1 million, parce que qu'est-ce que j'aurais eu comme... qu'est-ce qui m'aurait évité? Je me la poserais la question, comment j'aurais fait pour éviter de ne pas commettre un drame en 2009? Honnêtement, le coach, il a dit un truc qui est très pertinent. Il faut faire un travail sur soi. Moi, j'ai pensé à ma famille. Quand j'étais face au blackout, je me suis dit des mauvaises nouvelles, un cadavre qui arrive au Cameroun. J'ai pensé à la face de mon père, ma mère, tout ça. Puis j'ai pensé à toute la déception. Et je me suis dit qu'après tout, j'ai un garçon, j'ai un fils à ce moment-là qui avait, je pense, 4 ans. Et je me suis dit, je pourrais peut-être m'en sortir, je vais m'en sortir. C'est difficile de demander, c'est difficile de répondre à une question comme celle-là parce que
quand les gens pètent un plomb, c'est assez difficile quand même. Qu'est-ce que Dr Turcotte aurait fait? Quel service on aurait pu lui donner pour qu'il n'arrive pas là? Qu'est-ce que le Togolais aurait pu recevoir comme service pour ne pas arriver là? Honnêtement, moi, je pense toujours que quelqu'un qui est suicidaire reste suicidaire. Même s'il rencontrait le coach Bertrand, si vraiment son envie c'est de se suicider, il va se suicider. Si son envie c'est de commettre l'irréparable, d'ailleurs, on a souvent vu des personnes qui sont allées voir même des gens, ils se portaient bien et ont préparé leur coup. Préparer, je dis bien, inviter les enfants, mettre du poison, tout le sourire là, la vie est belle, aller au gym, aller à l'épicerie, aller appeler son père, sa mère, bonjour, comment ça va, j'ai laissé un mot pour toi sur la porte quand tu viendras. Hey, attendez, il est lucide là. Il fait un coup machiavélique, mais il est lucide. Donc, et à la fois, il y a des gens comme moi qui vont peut-être, qui peut-être sur le coup de la colère va péter les plombs. Je pense que l'éducation est très importante. Moi, j'ai consulté en 2013 parce que en 2013, comme homme d'affaires, j'avais une belle carrière professionnelle devant moi, mais je n'avais pas de belles relations avec les femmes et j'ai décidé d'aller consulter. Je voulais comprendre, moi, la Nitiwela, c'est quoi mon problème avec les femmes? Qu'est-ce que j'aime chez la femme? C'est qui je suis, moi? Et c'est en consultant une psychologue que j'ai compris qui j'étais, pourquoi j'étais attiré par les femmes plus vieilles, pourquoi les filles plus jeunes ne m'intéressent pas, pourquoi j'ai cette envie de toujours gagner, pourquoi j'aime pas trop rencontrer, me mettre ami avec certaines personnes de ma communauté, pourquoi j'aime ceci, pourquoi. Donc, il a fallu que j'aille consulter. Donc, il y a un travail que les gens doivent faire sur eux pour se découvrir. Et d'ailleurs, c'est en faisant ce travail que je me suis rendu compte, selon la psy, que 98% des hommes ne se connaissent pas. Je ne connais pas la statistique, c'est le coach qui est là qui peut le définir. C'est quoi ça, ce que ça veut dire? Donc, il y a beaucoup d'hommes qui ne savent même pas si la femme avec laquelle il est, c'est même son genre de femme ou il ne sait même pas. Est-ce qu'il veut même avoir des enfants ou il ne sait même pas? Est-ce que lui, il aime partager? Il ne sait même pas. Est-ce que lui, il aime donner son argent? Non, c'est dans la consultation que j'ai découvert qu'il y a des choses que j'aimais, des choses que je n'aimais pas, que j'aimais quand mon argent était dépensé comme ça, que comme personne, telle chose m'énervait. Et comme ça m'énervait, voici les outils qu'il fallait. Donc, j'ai façonné ma vie depuis le 2013 à ne chercher, puisque dans ma vie ne manquait que ma vie familiale pour être un homme heureux, pour être un homme bien. Donc, je me suis canalisé sur ce que la dame avait présenté. Et c'est vrai, à chaque fois que je rencontre une femme, dès qu'elle hausse le ton de sa voix, Afro-Rebelle est parti. Oh, que je suis parti. C'est même non négociable chez moi. Je suis parti. Il n'y a même pas de non, merci, bonsoir. Oh, tu sais, je me suis fâché. Oh, que non. Parce que je sais que si tu ne me tues pas, c'est moi qui vais te tuer un jour. Donc, je ne veux même pas qu'on en arrive là. Je gagne bien ma vie. J'ai mes enfants. J'en veux plus. Donc, viens pas me pourrir ma vie. Donc, si c'est pour me pourrir mon existence, j'accepte de ne pas être le bon homme. Pardon. Trouve le bon pour toi. Pardon. Laisse-moi partir. Donc, aujourd'hui, c'est cette consultation qui m'a permis de comprendre que je n'aimais pas ça les chicanes et que je n'aimais pas ça les sujets. Et je n'aimerais pas ça rencontrer une femme avec laquelle je parle, puis je sens que ça ne roule pas, il n'y a pas de, comment dirait coach là, comment dire, il n'y a pas de convergence entre nous. Dès que je sens que ça ne marche pas la communication, même en amitié, je ne force pas. Je joue au foot avec une équipe de garçons, il y a 2 ou 3 avec lesquels ça ne marche pas. Je ne force pas la communication. Je sais que ça ne marche pas, je m'éloigne. Donc, ce coaching en 2013, là, je dis coaching, mais ce travail que je fais sur moi, qui m'a coûté quelques milliers de dollars parce que ce n'est pas gratuit, hein, à $120 la séance pour 10 séances, faites des calculs, ça monte vite. Mais ça m'a vraiment permis de savoir exactement le genre de femme que je veux, le genre de vie que je veux, le genre d'environnement que je veux. Vous ne me verrez jamais me retrouver, par exemple, dans un environnement comme Montréal, que je sais que Montréal est super bruyant. Donc, je vais toujours aller un peu plus loin dans les banlieues. Donc, moi, j'ai choisi un environnement qui me permet, moi, d'être confortable et d'éviter toutes les situations stressantes. Et dans ma vie, j'ai également choisi une femme qui ne me stresse pas, sinon du bon stress, parce qu'il y a du bon stress dans la vie. Alors, donc, pour répondre à votre question, je suis contre la violence. J'ai dit même verbale. Même non verbal, genre juste avec les yeux. Tu sais, parfois, on toise quelqu'un avec les yeux là. Même juste me menacer avec les yeux, je le prends pas. Donc, du coup, je ne veux pas me retrouver dans des situations où je n'ai pas choisi. Donc, j'essaie de choisir mon environnement. J'essaie de contrôler, je suis un peu contrôlant, vous direz. J'essaie de contrôler mon environnement. J'essaie de contrôler tout ce qui vient et j'essaie d'éviter toutes les tensions qu'il y a. Et aussi, je suis quelqu'un de très pacifique et je recherche toujours la paix.
Donc, même quand j'ai un problème, une mésentente avec ma femme, la même jour, j'ai déjà réglé le problème. Même étant au boulot, j'appelle, j'envoie les blagues, j'envoie des petits trucs, j'achète des petites affaires, j'achète des petits cadeaux. Donc, j'essaie rapidement de trouver la paix parce que quand c'est tendu, je vous assure, ça peut virer très mal. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds à la question, mais je trouve que c'est vraiment un travail que chaque homme doit faire sur lui. Et aussi, pour finir, l'importance que cet homme accorde à la personne qui partage sa vie. Parce que quels que soient les problèmes, si tu as choisi de faire ta vie avec Lady Capnan, par exemple, c'est que quelque part, il y a du bon chez elle. Quelque part, il y a quelque chose que tu as aimé chez elle. Tu ne l'as pas rencontrée au Carrefour, puis tu l'as mis chez toi. Elle a peut-être des bonnes épices qui sentent bon que tu aimes. Elle est peut-être une femme charmante, une femme qui te fait des belles caresses, une femme qui t'écoute. Donc, quand il y a un problème, rappelle-toi que Lydie est quand même la même fille. Elle n'a pas changé. C'est juste son autre côté parce qu'on est tous ondoyants et divergents, aigres et doux. Donc, elle a penché vers le côté aigre. Mais ne pense pas qu'elle ne peut pas être douce. Juste ramène-la du côté doux. Et les choses vont bien aller. Et si tu penses que ce n'est pas bon, laisse Lydie, va-t'en. Alors, merci Félix pour ton mot de fin. Là. Et je vais retenir de ce que tu as dit qu'il va falloir déjà aller vers un coaching, un psychologue, déjà se connaître et puis déjà définir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Parce que très souvent, les gens ne savent même pas ce qu'ils veulent. Ils se retrouvent pendant des relations à ne pas en finir et puis se trouvent déjà dans un engrenage et puis ça finit tragiquement. Alors, Lydie, pour cette conclusion, selon toi, quels sont les éléments qu'on pourrait apporter pour éviter que ce genre d'acte ne se produise à nouveau? Mais pour ma part, je ne sais pas si ça va éviter, mais peut-être ça va nous aider à être plus heureux. Pour ma part, je pense qu'on devrait prendre le temps d'être encore plus exigeant dans le choix de nos relations. Parce qu'on entend beaucoup ça. Pourquoi elle n'était pas partie quand elle était au pays? Pourquoi elle n'avait pas divorcé avant de venir au Canada? Pourquoi elle est d'abord venue au Canada avant de vouloir divorcer? Parce que cette question-là sous-entend en fait que la femme aurait suivi l'homme parce qu'il avait un projet d'immigration. Donc, j'interpelle chacun de nous d'avoir des critères vraiment spécifiques dans la recherche de son partenaire. Et pour ça, ça demande à se connaître, ça demande à qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui est bien pour nous. Il faut qu'on arrête de mettre la pression aux gens dans notre société pour dire tu as déjà 30 ans, tu n'es pas marié, tu as déjà 40 ans, tu n'es pas marié. Là, voilà. Parce qu'on pousse les gens à aller vers le premier venu sans se poser la question. C'est sûr que si on va vers le premier venu sans se poser la question, demain ou après-demain, si on trouve ce qu'on recherchait, ben, on va laisser tomber. On ne va pas aimer un homme ou une femme par pitié parce qu'elle nous a amenés au Canada, parce qu'il faut qu'on lui soit reconnaissant. C'est dur. On ne peut pas passer toute une vie comme ça. Oui, on voulait se marier parce que la famille au pays, toutes les cousines étaient mariées. On était la dernière qui n'était pas mariée. Et du coup, on s'est retrouvé avec monsieur n'importe qui qu'on a épousé. Et puis au Canada, on arrive, il y a plein d'yeux sur nous parce qu'on est une jolie femme ou parce qu'on est un bel homme. Et du coup, on décide de vouloir changer de partenaire. Et là, le monde nous demande pourquoi tu avais d'abord accepté au Cameroun. Oui, tu avais le droit d'accepter à ce moment-là. Et oui, aujourd'hui encore, tu as le droit de ne plus vouloir. Parce qu'on peut aimer quelqu'un aujourd'hui et ne plus l'aimer demain. Pour moi, c'est tout à fait normal. Mais il faudrait que chacun apprenne à se détacher, que ce soit des biens physiques ou des biens humains. Il faut qu'on puisse concevoir que mon mari ne m'appartient pas. Ce n'est pas ma chose. Je peux accepter de vivre sans lui. Il faut que chacun apprenne à se détacher, si bien que si à un moment donné, on n'est plus capable de vivre ensemble, les bons souvenirs ne sont plus assez pour nous réconcilier parce que Félix le disait tantôt, penser au bon moment, penser à qu'est-ce qui nous a attiré en premier chez cette personne. Si ces bons souvenirs-là sont plus capables de nous maintenir ensemble, il faut qu'on soit capable de se séparer dans la paix. Se séparer, ce n'est pas pour que quelqu'un aille mourir ou tue l'autre avant de mourir. On peut vivre, on peut se tromper de choix et notre âme sœur se trouve quelque part ailleurs sur la planète. On peut accepter de partir
peut-être on aura une meilleure vie ou peut-être on finira par comprendre on s'était trompé en se séparant, mais il faut qu'on accepte de vivre. Il ne faut pas que la vie de quelqu'un dépende de nous. Aussi, je veux interpeller la communauté à arrêter de poser la question aux gens, pourquoi tu n'es pas encore marié? Tu te maries quand? Tu fais tes enfants quand? Arrêtons de poser cette question aux gens parce qu'on ne connaît pas leur plan de vie et chacun est libre encore de se faire ses plans de vie. Félix l'a dit tantôt, chez mes enfants, j'en veux plus. Mais je suis sûre qu'il y en a dans son entourage qui lui demandent, c'est quand que vous allez faire un bébé? Arrêtez de demander ça aux gens. Tous les jours. Arrêtez. C'est juste de mettre déjà un enfant aussi, mais on lui demande, j'espère que maintenant vous êtes fiancés, on attend des jumeaux. Puis ils attendent des jumeaux. C'est leur vie. Ils sont libres de faire de leur vie ce qu'ils veulent. Exact. Et puis, Bertrand, je vais t'exhorter, peut-être il y en a nombreux comme toi dans notre communauté. S'il y a quelque chose qu'on peut faire pour sensibiliser les gens avant que les problèmes n'arrivent. Parce que pour beaucoup de gens, un verre cassé ne sera plus jamais comme un verre neuf. Donc, quand il a commencé à avoir les problèmes, c'est possible que même si on les arrange, ça devienne du raccommodage. Alors que des fois, c'est des problèmes sur lesquels on aurait pu interpeller les gens pour qu'ils évitent de tomber là-dedans. Donc, s'il y en a dans la communauté qui peut faire ce travail-là pour sensibiliser les nouveaux arrivants, pour sensibiliser même ceux qui sont déjà ici, mais qui, des fois, n'ont pas la réalité ou n'ont pas vers qui se tourner parce qu'on se dit on ne veut pas aller vers la société québécoise, on ne veut pas aller vers les gens qui ne comprendront pas nos réalités. Il faudrait qu'on sensibilise les gens avant que les problèmes n'arrivent. Il faudrait qu'on comprenne qu'il n'y a rien qui puisse excuser la violence. Parce qu'on peut dire, je voulais juste lui donner une gifle. Oui, mais cette gifle-là peut entraîner la mort. Définitivement. Donc, il ne faudrait pas qu'on en arrive là à... C'était juste une petite gifle, mais oui, elle est tombée, elle s'est cognée la tête, elle est morte, je ne l'ai pas tuée, mais oui, tu l'as tuée. Parce que c'est toi qui l'as entraînée dans la chute. Donc, la violence en aucun cas n'est excusable. Il faut qu'on prenne le temps, je conclue en disant qu'il faut qu'on prenne le temps de choisir nos partenaires de vie. Il faut qu'on prenne le temps de se connaître afin de pouvoir faire les bons choix. Il faut qu'on arrête de mettre une pression sociale à nos frères, à nos amis, à nos voisins. Laissons autant. Si on a 60 ans pour vivre, on peut se marier à 50 ans. On peut se marier à 40 ans. Oui, il y en a qui vont se marier à 20 ans, qui vont être aussi plus heureux, mais vraiment qu'on laisse les gens faire leurs choix, que les choix ne soient pas parce qu'on a la pression des amis, de la famille. Donc, sur ce sujet-là, je veux dire qu'il faut qu'on fasse un travail sur nous-mêmes pour éloigner de nous la violence, savoir que ce n'est pas envisageable. Si on n'est plus capable d'endurer, allons-y prendre une marche, le temps que ça se calme un peu. Mais vraiment, là, la violence, ce n'est pas envisageable. Ce n'est pas une option. On ne t'entend pas, Stévia? Stévia, il semble que ton micro est coupé, on ne t'entend pas. Stévia? Je suis là. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Lydie, pour ta participation et également pour ta conclusion très intéressante. Justement, pour terminer cette conclusion, je vais laisser la parole à Bertrand Défaut, justement pour son expertise en tant que Master Coach certifié. On aimerait justement savoir quelles sont, selon toi, les conclusions, les solutions qu'on peut apporter justement pour éviter ou bien pour prévenir justement ce drame qui est arrivé. Merci. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à Lydie, à Afro Rebelle et à Stéphane et à co-panélistes là, qui nous a quittés tout à l'heure. Merci pour vos mots, pour vos idées qui sont toutes pertinentes. Mais il y a plusieurs solutions qui ont été préconisées déjà, Stéphia. On a parlé d'éducation, on a parlé de consultation, de communication. Très, très, très important. Lydie,
vient de mentionner aussi l'importance du choix du partenaire ou de la partenaire. Hein. Il faudrait que ce choix soit le plus possible aligné sur nos valeurs et non pas sur l'opportunité. Parce que malheureusement, là, beaucoup de mariages se font par opportunisme. Je ne vais pas développer ce point, on n'a pas le temps, mais tout le monde comprend ce que je voudrais dire. Beaucoup de mariages se font par opportunisme et non pas sur la base des valeurs de est-ce qu'on va être capable de s'entendre, est-ce qu'on va être capable de cohabiter, est-ce qu'on va être capable de vivre ensemble et de construire. On devrait se marier pour construire quelque chose ensemble, pour construire une vie ensemble, pour construire une famille ensemble, pour construire un avenir ensemble. L'autre point aussi très, très important et qui touche à l'accompagnement, c'est que malheureusement, beaucoup se marient avec les blessures du passé. Beaucoup se marient après avoir eu X nombre de relations. Et puisqu'il n'y a pas d'accompagnement, puisqu'on ne consulte pas, on vient souvent dans son mariage avec des blessures émotionnelles du passé, avec des déceptions du passé, avec des plaies encore, parfois même béantes. On traîne ça dans son couple, on fait porter la charge au mari ou à l'épouse, et l'autre ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Des fois, soi-même, puisqu'on ne se connaît pas, puisqu'on n'a pas pris le temps de s'arrêter, de se comprendre, on ne comprend pas pourquoi notre couple ne fonctionne pas. J'ai beaucoup aimé l'intervention il y a quelques minutes d'Afro Rebelle, qui a dit qu'il a consulté un psychologue pour se comprendre, pour comprendre pourquoi il était attiré ou pourquoi il avait de la répulsion pour tel ou tel type de femme ou tel ou tel type de personne. Tout le monde doit être capable de faire ce travail sur lui-même, sur elle-même. C'est si important. Sans ce travail, il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de prospérité. Je m'excuse là, mais c'est tellement important. Vous ne pouvez pas imaginer combien j'ai gagné depuis que je me connais. Depuis que je me connais. Aujourd'hui, là, je ne fais même plus de débat avec des gens. Je sais ce que j'aime. Excusez-moi de vous interrompre là, mais c'est un sujet tellement important. Nous sommes nombreux à ne pas savoir qui nous sommes. Il y a des gars qui vont tromper des femmes et qui vont trouver ça normal de tromper leur copine. Ils n'ont même pas de remords. Mais c'est quoi? J'ai juste couché avec notre fille, il n'y a pas de mort là. Et ça en offusqué qu'elle ne l'accepte pas. Oui, exactement. Et parfois, moi, ça me fait sortir de mes gonds. Quand je vais au Cameroun, je pète les plombs tous les jours. Je me tape la tête, puis je refuse même des amitiés. Je refuse même des gens parce que j'écoute juste ce qu'ils ont à dire. Puis je me dis, mais c'est pas. Après, ils te disent, mais t'es pas un homme ou quoi? Il y en a même qui me traitent d'homosexuel parce que je pense différemment, parce que ou je suis trop avancé. Mais vraiment, je vous interromps là parce que j'aimerais tellement ça qu'on ait juste une école pour ça. De dire à tous les hommes, les gars, va savoir qui tu es. Je l'ai fait avec mon fils qui est jeune. Je lui ai dit, Cameron, va savoir qui tu es. Qu'est-ce que tu aimes? Pourquoi tu aimes trop manger le McDonald's? Il y a une raison là-dedans. C'est-tu parce que je t'ai abandonné? C'est-tu parce que ta maman t'énerve? Est-ce que tu ne manges pas assez? Mais pour lui, il ne savait pas. Pourquoi tu ouvres le frigo la nuit, Cameron? Il y a une raison. Pourquoi tu le fais la nuit quand on dort? Tu vas chercher à manger. Il y a une raison pourquoi tu le fais. Tu sais, pourquoi à l'école, tu es ici meilleur alors que tu n'apprends pas tes leçons? Mais pourquoi tu aimes dormir? Donc, bref, beaucoup d'hommes, mais beaucoup d'hommes. Et je vous dis même jusqu'à aujourd'hui, même des Québécois, c'est pas juste les Noirs, ne savent pas exactement qui eux-mêmes ils sont. Et ça là, coach, moi quand je l'ai fait là, je suis sorti de là, ah ben écoutez là, on dirait que j'avais compris de la taille quoi, de la hauteur. Du coup, devant moi, aujourd'hui là, j'ai choisi le genre de femme que je veux. Même si la Miss du monde passerait, je m'en fous comme la 40, je sais exactement ce que j'ai dans mes bras. Donc, j'ai choisi le métier que je veux. Fait que si quelqu'un me propose même un boulot à 1 million, je ne le ferai pas parce que j'ai trouvé l'emploi qui me sied parfaitement, même s'il me donne $100 par jour seulement. Donc, je voulais juste dire que oui, vous l'avez dit, le jour que les hommes, les femmes vont savoir qui je suis, qu'est-ce que j'aime, oh oui, on vient de régler le problème de l'humanité. Merci beaucoup d'appuyer cela. Merci pour ton témoignage. Stevia, si tu permets, je termine. Non, je te laisse terminer. Merci beaucoup. C'est un sujet, tu le sais, Stevia, on travaille ensemble depuis plus d'un an maintenant. Ce qu'il faudrait que les gens comprennent l'importance du subconscient. Au moins 95% de nos choix, de nos décisions sont dictés par notre subconscient.
C'est-à-dire qu'on n'est pas conscient de nos choix. On n'est pas conscient de pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Pourquoi est-ce qu'on se met en colère par rapport à ça? Pourquoi on a telle attitude? Pourquoi? Ça demande un accompagnement, ça demande certaines stratégies, certaines techniques pour que l'autre, le professionnel, la professionnelle, à travers son expertise, nous révèle ou nous aide à nous révéler à nous-mêmes. Notre subconscient. Tant que les gens ne tournent pas la clé de leur subconscient, là, ils ou elles n'auront pas de paix, n'auront pas de prospérité. La vie va être un long fleuve pénible. On va tourner en rond, là, pour reprendre la métaphore d'un auteur africain, comme un pur sang pris dans un incendie. À l'aventure ambiguë chez Camille Doucan. Malheureusement. Exactement. Malheureusement. Voilà, je voudrais simplement m'arrêter là, Stevia. J'ai encore beaucoup à dire, mais je ne dois pas abuser de la patience, de la patience du public. Vous savez combien ce sujet me passionne. Et vous m'avez tendu la perche. Je voudrais vous dire, Afro Rebelle, Lydie et toutes les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, Stevia et Stéphane savent combien j'aime partager mon expertise, combien j'aime écouter, et puis voilà, apporter de l'aide. Je suis disponible. Vous avez mon contact. Stevia et Stéphane, je suis disponible. Voilà. J'allais l'aborder justement. Merci. En tout cas, j'allais l'aborder justement, cher coach Bertrand. Je vais juste conclure rapidement. Il nous reste à peu près 3-4 minutes. D'abord, je vais remercier ceux qui ont participé, Prince Lial de Diaspo Interaction, qui vous donne rendez-vous dimanche. Merci Afro Rebelle vraiment pour ta participation personnelle également. Tu as apporté un peu de ton histoire à toi, ce qui était vraiment plus concret pour certains de voir que même un homme est capable de subir des violences physiques, conjugales, psychologiques dans son foyer. Donc, c'était vraiment important ton apport. Lydie, je te remercie de sensibiliser les autres, les femmes, les hommes, avec leur rapport dans le couple, sachant que vous ne pouvez pas avoir, comme on dit, le bras et la main ou bien le beurre et l'argent du beurre. Il faut savoir choisir. Et important aussi de savoir ce qu'on veut avant de venir ici au Canada. On ne choisit pas pour choisir son couple. On choisit parce qu'on veut faire une longue route avec. Et important aussi, ce que je peux aussi mentionner, c'est que très, très important de consulter une personne, un professionnel, un coach, un psychologue. On a beaucoup mis l'accent dessus parce que c'est important de consulter ces personnes-là parce qu'on vit un contraste culturel venant ici au Canada, venant en Occident, de nos pays d'origine. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on doit essayer d'équilibrer et de pouvoir mettre en place. Également, en parlant de professionnels, je vais mettre l'accent sur Bertrand Défaut, qui est notre partenaire de l'immigration entrepreneuriat. Il est Master Coach certifié, donc il est vraiment à même de vous aider dans vos démarches pour venir ici au Canada, de vous aider à vous connaître vous-même, parce qu'on l'a mentionné tout à l'heure, important de se connaître. Important de se connaître. Et je rappelle le statistique que Afro Rebelle a mentionné, 98% des hommes ne se connaissent pas. Il faut se connaître. C'est très important de se connaître et c'est très important d'être coaché, de voir un professionnel et de savoir ce qu'on veut. Évitons les pressions sociales, comme le disait Lydie Camnan. Évitons de dire, tu n'as pas d'enfant, il te faut un enfant. Tu n'as pas de femme, il te faut une femme. Tu n'as pas de ceci, de cela. Chacun fait ses choix personnels. Donc, évitons de revenir avec ce bagage culturel que nous avons du Cameroun en mettant la pression à un couple qui n'a pas d'enfant de forcément avoir un enfant. Leur vie personnelle ne vous regarde pas. Concentrez-vous sur votre vie et faites-le à bien avec des professionnels qui vous entourent. Je vous remercie également d'avoir participé à ce live en commentaire. Également, c'était vraiment très pertinent. Nous avons eu vraiment beaucoup de sujets élaborés et comme le temps nous est imparti, nous ne pouvons pas rester ici pendant 3 heures. Nous remercions ceux qui ont pris le temps d'être là durant ces 2 heures de live. Donc, je vais simplement dire merci à mon partenaire Stéphane qui a pris la main et qui m'a laissé finaliser ce live. Donc, c'est un travail d'équipe. Merci à vous tous. Merci à vous également. Merci, c'est très beau. Merci. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.